Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu découvriras les épisodes filmés de mon podcast Itinéraire bis, le podcast qui explore les chemins de vie et leurs déviations. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir ces histoires inspirantes. Pour me soutenir, tu peux aussi liker cette vidéo et la partager autour de toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Ezra. Salut. Ce matin, c'est un peu le stress. Un petit peu. Comment tu te sens aujourd'hui ? Écoute, ça va plutôt. Je suis très très fatigué. Je suis dans une période de grosse fatigue, mais à part ça, ça va. Avant de démarrer ce podcast, alors déjà merci d'avoir accepté mon invitation parce que je t'ai contacté sur Instagram et tout et il faut que j'explique un peu le contexte de comment on se connaît. Avant de démarrer ce podcast, j'explique toujours comment je rencontre mes invités parce que c'est une question qui revient hyper souvent par les gens de où je trouve mes invités et comment je les connais, etc. Et nous, notre rencontre, elle est un peu particulière parce que on s'est rencontrés lors de la toute première thérapie de groupe que moi j'ai faite, spécialisée dans le trouble borderline dans un hôpital le jour. Et je dois dire que ça a été pour moi un moment hyper déterminant parce que je me souviens que je parlais pas du tout, j'étais hyper enfermée sur moi et tout. Donc je sais pas quelle image t'as dû avoir, mais j'étais vraiment... Enfin, je me souviens que j'étais très dure à ce moment-là. J'étais très étonné de te voir faire des podcasts après. Ouais. Grave. J'étais, attends, cette personne qui n'ouvrait pas la bouche de toutes les thérapies de groupe, quoi. Ok. C'est si vrai. C'est trop cool. C'est si vrai, t'as tellement raison. Oui, parce que moi je me souviens que je pense que j'ai pas ouvert la parole pendant genre 2 mois. C'était hyper... Enfin bref, genre je vais en thérapie groupe pour écouter les gens, mais absolument pas du tout pour parler. J'ai pas compris le principe, je pense. Mais du coup, trop bien. Parce qu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là, dans cet hôpital le jour. Et en fait, ça fait 4 ans, Je crois, ouais. je pense, depuis ce temps-là. Donc finalement, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas parlé ni rien. Et en fait, quand j'ai ouvert, quand je me suis dit, j'ai envie d'interviewer plein de personnes diagnostiquées ou pas borderline sur leurs témoignages et tout, j'ai trop pensé à toi, hein, vraiment, où je me suis dit, oh là là, Ezra, ce serait trop bien. Genre, j'aimerais trop l'interviewer pour mon podcast et tout. Et en même temps, vu que ça faisait super longtemps qu'on s'était pas parlé, je savais pas trop genre comment revenir vers toi et tout. J'étais en mode salut. Donc je t'ai envoyé un message sur Insta et t'as accepté mon invitation. Donc je suis trop contente. Donc merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Du coup, je m'appelle Ezra. J'utilise le pronom il. Et que dire je suis menuisier en décor. Euh, j'ai un diagnostic de borderline depuis 5 ans. Pas très longtemps avant qu'on se voit à l'hôpital de jour. Je sais pas, que dire. Donc t'avais... Ouais. En fait, finalement, ça faisait que 1 an que t'étais diagnostiqué border quand on s'est rencontrés. Ouais, ça a mis j'ai mon diagnostic, il a mis super longtemps à arriver. Ouais. Ça faisait hyper longtemps que j'étais dans un parcours psy, mais j'ai eu un diagnostic enfin, j'ai l'impression très tard à l'échelle de mon parcours. Et donc ouais, c'était tout récent. Et en fait, d'arriver à l'hôpital de jour, c'était un peu le tampon de oui, tu es bien borderline, welcome parmi nos rangs. Et voilà. Du coup, c'était aussi un moment très déterminant pour moi parce que c'était la première fois que genre j'avais l'espèce de tampon qui me faisait me sentir légitime et un peu moins, enfin, qui me déculpabilisait. Et puis, du coup, la première fois que je rencontrais d'autres gens avec des expériences similaires, et où j'étais là, ah ouais, en fait, c'est pas juste ma personnalité, on est tous pareils. Ok. Enfin, j'avais vraiment l'impression que genre des trucs qui étaient genre, je pensais que j'étais la seule personne au monde et c'était vraiment genre mes petits quirks mignons de, en fait, non. Ce qui est ok. Mais voilà. C'est vrai que j'avoue que ça m'a fait aussi un peu cet effet-là, tu sais, quand t'arrives à l'hôpital le jour et que t'es dans un truc spécialisé pour borderline avec que des gens border, c'est vrai que ça fait un peu ce truc de bon bah voilà, c'est bon, welcome dans la communauté des borderline. C'est ouf. Ça fait grave, ouais, carrément. Et donc t'as
t'as ressenti ça, toi aussi, ce truc de l'aspect d'être dans un groupe de border, comment tu l'as vécu? J'allais pas bien cette période. Ce parcours de thérapie à l'hôpital de jour, il m'a épuisé. Donc, genre, c'est quand même toute cette expérience, elle est teintée de cette difficulté que j'avais à être là parce que j'étais épuisé émotionnellement et physiquement. Mais par contre, j'ai appris plein de trucs. Enfin, j'ai trouvé que le programme est trop bien fait de manière. Au début, on a vraiment eu des super explications de ce que c'était. Donc, j'ai mieux compris. Et du coup, après, être dans le groupe et confronté au fait que les gens, même s'ils n'avaient pas les mêmes expériences, ils avaient beaucoup souvent des façons de réagir qui me paraissaient similaires aux miennes. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué et qui m'a fait du bien, honnêtement, de me dire, ok, je suis pas le seul à... Genre tous ces trucs où je me disais, ah, je suis trop nul, je réagis n'importe comment à ces situations, je sais pas faire, tout le monde sait faire, moi je sais pas faire. Enfin, voir qu'il y avait d'autres gens qui avaient les mêmes difficultés, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, et puis pouvoir partager ces expériences avec des gens qui connaissaient, qui comprenaient, c'était bien. Enfin, ça m'a fait du bien aussi. Euh, voilà, je pense que je dirais ça. Oui, parce que du coup, la thérapie qu'on a faite, c'était la thérapie des modes et des schémas. Je sais pas si tu te souviens exactement, mais du coup, il y avait 4 groupes. Il y avait tolérance à la détresse, mode et schéma, gestion interpersonnelle, un truc comme ça. Je me souviens plus du tout. Euh, et le quatrième, je me demande si on n'avait pas un groupe sur les addictions. Ou c'était autre Ah, ça chose. me dit rien du tout. Mais je peux regarder par contre parce que je pense que je les ai. Ou je regarderai après. Je sais plus. Mais en gros, il y avait 4 groupes de parole sur 4 trucs. Et la thérapie des modes et des schémas, du coup, c'est l'une des thérapies enfin, pour le trouble borderline, avec la thérapie dialectique. Et c'est vrai que le programme était super intense. Moi, je me souviens que c'était 4 mois. Et je crois qu'au bout du premier mois, on était tous et toutes hyper à sec. Mais toi, tu as fait 2 fois, non? Oui, 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 Et la bon, première fois qu'on l'a fait, c'était pas 4 mois, c'était l'été. Donc du coup, c'était 2 mois, je pense. c'était 2 mois. 2 ou 3. Enfin, c'était moins long. Mm. Et même comme ça, on était tous Ouais. à fleur de peau tout le temps. Enfin, Mais parce que je pense que les gens se rendent pas compte à quel point faire des groupes de parole, genre tous les jours, c'est d'une intensité. c'est super intense en fait. En plus, on est Mm. tous et toutes des personnes genre borderline, du coup on vit des émotions très intensément, on est super impliqués. En plus de ça, c'est hyper découvrant parce qu'on te demande de partager des choses très intimes de ta vie. Et aussi, moi ce que j'avais trouvé un peu épuisant, c'était qu'il y avait tout un jargon, je sais pas si tu te souviens, parents vulnérables, parents... Non, c'était enfants vulnérables, parents exigeants, parents punitifs et tout. Et en fait, il y avait une partie de la thérapie où c'était vraiment apprendre ce jargon-là pour pouvoir ensuite décortiquer toutes nos situations de vie. Ouais. Moi, j'ai pas trop assimilé une bonne partie de ces trucs-là. J'ai pas trop assimilé. Du coup, les souvenirs qui me restent forts de thérapie de groupe, c'était plus des trucs de gestion de crise, de situation. Et donc, je me souviens beaucoup des moments où les gens disaient, voilà, enfin, on nous demandait de parler d'une situation qu'on n'avait pas gérée comme on aurait voulu. Et après, on essayait de repenser comment ça aurait pu être géré, etc. Je me souviens bien de ça. Parce que ça, je trouvais ça vraiment super intéressant parce que mais c'était pas des situations qui pourraient m'arriver, c'était beaucoup des réactions que j'aurais pu avoir et donc du coup, voir d'un œil extérieur et du coup, pouvoir aider à trouver des solutions à la situation de quelqu'un d'autre, ça me faisait me dire, ah ok, moi aussi, il y a des solutions à mes situations. Donc ça, je me souviens bien de ces morceaux-là. Après, sur l'aspect genre jargon, j'ai oublié quasiment tout. Et pourtant, après la thérapie de groupe et tout, j'ai lu des bouquins, enfin, genre, mais j'ai pas une bonne mémoire, donc j'ai oublié. Et après, dans les outils qui m'ont beaucoup servi, par contre, ils nous avaient donné, tu sais, un tableau sur les émotions. Oui, Avec genre les catégories d'émotions et après toutes les enfin, les émotions qui rentraient dans ces catégories. Ça, je me sens que ça m'a servi. Enfin, genre, ça me sert encore. Mais le jargon, j'ai tout oublié. Je me souviens vaguement enfin, je me souviens de l'idée, quoi,
de la thérapie des schémas et je vois comment ça marche et ce que c'est censé être, mais le reste, ça m'a un peu... C'était trop Ouais. d'infos en peu de temps. Bah, je pense que c'est. Enfin, tu vas me dire si tu l'as vécu de la même façon, mais moi, j'ai eu le ressenti qu'en 2 mois, ça a été beaucoup d'infos, beaucoup de choses à processer. Et que moi, sur les 6 autres mois après la thérapie, ça a continué à processer parce que bah, y a un peu de rééducation de situation à faire. Bah, comme tu disais très bien, on décortiquait des situations, savoir les réactions qu'on a eues, pourquoi on les a eues, comment on aurait pu faire ça différemment. J'ai trouvé que c'était très comme ça et que ça a continué à processer pendant le truc, enfin après le truc. Moi, enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup de fatigue après ce truc-là. Ah ouais. Je crois que moi, je suis sorti de là, mais rétamé. Ouais. Vraiment, genre... je me souviens sur la fin de genre un pote qui venait me chercher à l'hôpital, genre après une session de thérapie de groupe et genre de cette espèce de truc de tu veux faire des trucs? On va se poser devant un film, c'est tout ce que je peux faire, genre là. Et pas un film, genre un dessin animé doudou, c'est tout. Là, tout de suite, C'est si vrai. En plus, c'était loin, un endroit que je connaissais pas. Et donc, moi qui suis déjà anxieux de base, genre, ça faisait un cumul de trucs anxiogènes, de prendre les transports, de me retrouver dans cet endroit que je connaissais absolument pas les premiers jours avec genre des médecins que je connaissais pas et on était combien? Genre 8 personnes que je connaissais, 6 ou 8 Ouais. personnes que je connaissais pas et après hyper vite d'être en mode ok maintenant tu vas nous raconter tes plus sombres parties de toi-même que tu n'as jamais dites à personne. Ouais, du coup, c'était enfin, un niveau d'anxiété constant qui. Mais effectivement, moi, pareil, en fait, sur le coup, j'étais épuisé. Il y avait quand même des trucs où je me disais, ah ouais, ça, j'ai pris un truc et tout. Mais c'est les mois d'après où j'ai tout, et je pense encore maintenant. Enfin, j'ai continué, moi, à faire de la thérapie solo pour le coup. Enfin, avec des psys, mais juste moi. Et je continue, enfin, je suis tout le temps en train de me dire. Et parfois, je me rends compte que j'ai compris un truc, genre sur le coup. Genre, je fais ah, mais en fait, j'ai compris ce truc-là. Et du coup, j'ai réagi à cette situation de façon. Mais ça dure encore, quoi. Alors que, bah, comme tu disais, c'était il y a 4 5 ans, donc Mhm. ça prend du temps. Ça, je trouve ça trop bien quand tu vois vraiment dans ton quotidien comment tu réagis différemment dans des situations où, moi, je me souviens qu'avant, je pouvais être hyper activée par certains trucs. Et grâce à cette thérapie, j'ai vraiment. Enfin, moi, je l'ai vécu comme une espèce de rééducation. Et pareil, comme toi, la carte des émotions que les psys nous ont donnée sur colère, joie, tristesse, peur, c'est vraiment genre vice-versa, quoi. Ouais, de ouf. Avec toutes les caisses sous-catégories et tout. Cette carte, elle a été tellement utile pour savoir, genre, qu'est-ce que tu ressens dans. Parce que, en fait, la première étape, c'était quand même savoir de quoi tu as besoin, enfin, genre, quelle émotion tu ressens et de quoi tu as besoin. Mm. Et moi, je me souviens, j'étais hyper paumée, en mode, j'en ai aucune idée. Et pareil, il nous avait donné la fiche des besoins que j'ai gardée, avec genre tous les besoins et tout. Je l'ai plus. Tu pourras me l'envoyer. Ah là là. Bah, moi, c'est des feuilles volantes et tout. Si, ouais, genre, si je l'ai, je te la prends en photo, je te l'envoie sur Insta. Mais franchement, les deux trucs, genre, le condensé des émotions plus les besoins, je trouve que dans plein de situations, ça débloque grave des trucs, parce que c'est vraiment pas du tout intuitif. Mais pareil, peut-être que ça paraît évident à plein de gens, mais moi, genre, quand on m'a dit, en fait, les émotions que vous ressentez, elles traduisent un besoin que vous avez, j'étais là, ah, ok, elles sont pas là toutes seules, genre, ça change vachement parce que du coup, tu cherches le besoin et plus l'émotion, tu cherches à répondre à ton besoin, ça change tout sur ta Ouais. façon de gérer plein de choses, quoi. Et moi, ça, j'avais pas percuté avant qu'ils me le disent. Avant de faire la thérapie des modes et des schémas euh, dans cet hôpital le jour, qui était finalement une thérapie brève, parce que c'était genre 2 mois de groupe de parole et tout, centré sur le trouble borderline, où, de toute évidence, on a chacun appris plein de trucs Ouais. qui nous ont servi après, et on a laissé les trucs qui ne nous parlaient pas. Euh,
Est-ce qu'on peut revenir à comment tu as été diagnostiquée? Oui. Tu veux la version longue ou la version courte? Je veux bien la version longue, vu que c'est un podcast Alors, et qu'on a le temps. j'ai commencé à être vraiment suivi par un psychiatre. Ouais, Petite question, t'as quel âge? j'ai 27 ans. Ok, moi j'en ai 28. Euh, Du coup, t'as commencé à être suivie par un psychiatre. En 2015, Ok. donc ma première année post-bac. J'avais déjà vu des psychologues avant, de manière très très chaotique. Mais bon, je pense qu'on peut faire la passer là-dessus. Et donc j'ai commencé à être suivi par un psychiatre en 2015 parce que j'ai fait une grosse dépression, comme on disait tout à l'heure, aux alentours de novembre. Euh, j'ai fait un premier vraiment épisode dépressif inquiétant, disons. Et donc du coup, l'infirmière scolaire, j'ai eu beaucoup de chance, j'étais en prépa. L'infirmière scolaire de l'établissement chez qui j'allais me réfugier parce que je faisais des crises d'angoisse. Pour la première fois de ma vie, je faisais des crises d'angoisse qui me paralysaient vraiment. Genre à des moments random, genre en plein milieu d'un cours de maths, alors que les maths c'était ma matière préférée. Tout d'un coup, crise d'angoisse, je peux plus bouger, je peux plus respirer. Et donc du coup, j'ai commencé à aller de plus en plus chez l'infirmière scolaire, qui a fini par me dire, je vous aime bien, c'est pas grave que vous soyez dans mon bureau tout le temps, mais je pense qu'il faut un vrai suivi et je suis pas capable. Et donc du coup, elle m'a envoyé vers un psychiatre euh, qu'elle connaissait, qui était un psychiatre qui était spécialisé dans l'enfance et l'adolescence et qui a fait le début de mon suivi, qui m'a suivi pendant 2 ans pour des problèmes de dépression. Et donc du coup, il gérait vraiment la dépression. C'est c'était enfin il a mentionné une fois en passant un trouble de borderline, non, un trouble bipolaire, pardon. Euh, il m'a lâché ça un jour, il m'en a jamais reparlé. Du coup, moi, après, pendant des semaines, j'étais en mode, mais encore, ça fait un peu peur comme mot quand même. Vous me dites ça, vous me dites plus rien. Bon, d'accord. Mais c'était à part ça, de toute façon, un médecin qui était très anti poser des mots et des diagnostics, comme quand même on en rencontre pas mal. Et donc, du coup, il m'a suivi pour mes problèmes de dépression, mais ça s'améliorait pas. Euh, il y a eu un moment, j'ai commencé à aller un peu mieux. Et comme de toute façon, ça se passait pas très très bien avec lui, j'ai arrêté de le voir parce que j'allais mieux. J'étais là, ok, youpi, c'est bon, c'est reparti. Euh, euh, C'était quand même un bout de temps après parce que mm, l'hiver suivant, j'avais refait une grosse dépression. Je crois que c'était encore lui qui me suivait. Après, du coup, j'ai erré chez des psychiatres avec qui ça se passait jamais vraiment très bien, jusqu'à ce que je fasse ma première TS hmm, à la fin de ma deuxième ou troisième année post-bac, je me souviens plus très bien. Euh, Post-bac, on a quel âge? C'est 18, 19, genre ouais, 20, 21, un truc comme ça. ouais, je devais avoir, ouais, c'est ça, 20, 21 ans. J'ai fait ma première TS. Euh, je me suis retrouvé en réanimation euh, et ils m'ont pas gardé en hôpital psychiatrique. Et je me suis retrouvé, on m'a envoyé. Il se trouve qu'à côté de chez mes parents, il y avait un centre de crise qui était un truc qui m'accueillait du coup dans la journée pour me donner mes médocs. J'avais un rendez-vous avec un infirmier ou un psychiatre tous les jours, mais j'avais le rendez-vous et puis après je rentrais chez moi et j'étais livré à moi-même. Je suis en train d'essayer de replacer cette. C'était ouais, ma troisième année post-bac, donc j'avais 21 ans. Et je sais pas, du coup, il s'est rien passé. Enfin, genre, j'ai fait ma TS, on m'a relâché dans la nature. J'ai appris assez récemment en parlant avec ma mère quand je lui ai dit ah, on m'a demandé de faire un podcast machin et tout et du coup on a parlé un peu de mon parcours psy que elle dans le service de réanimation on lui avait dit il faut absolument que votre enfant soit aille en hôpital psychiatrique surtout que à cet âge-là les risques de récidive sont hyper forts donc il faut vraiment et je sais pas pourquoi ça s'est pas fait et du coup
j'ai été suivi dans ce centre pendant un temps, puis après, j'ai recommencé à être suivi par un psychiatre, un nouveau psychiatre avec qui ça se passait pas mieux, qui lui refusait de me donner des médicaments, si je me souviens bien. Sauf que je refaisais des épisodes dépressifs à répétition. Et, euh, et du coup, ça a duré jusqu'à que je fasse ma deuxième grosse TS. Et ça, c'était en avril du premier confinement. Donc 2020. Un truc comme ça, ouais, ça doit être ça. C'était ma cinquième année post-bac. C'est possible ça? Je suis perdu dans le temps, Moi vraiment. aussi, je suis trop nulle à Mais puis en plus, situer les trucs dans le ouais. temps. Et puis cette période où c'était juste de toute façon une alternance de dépression et de moments où ça allait à peu près, tout est un peu flou dans ma tête. Mais bref, du coup, j'ai fait une deuxième TS et j'ai été, coup de bol, emmené dans les urgences d'un hôpital qui avait un service psy, qui m'ont gardé du coup dans le service psy. Et du coup, là, j'ai été hospitalisé. Et en fait, enfin, l'hospitalisation pour moi, ça a été vraiment incroyable. Euh, et du coup, j'ai été hospitalisé une première fois, puis une deuxième fois quelques mois plus tard dans le même service. Je ne sais pas exactement quand a été posé le diagnostic, mais le fait qu'il m'ait sous les yeux H24 pendant une période de quelques semaines, bah, ça leur a suffi à poser un diagnostic. Bon, après, le diagnostic, il est resté flou parce que il y a quand même pas mal de maladies qui se ressemblent beaucoup. Donc, on m'a posé un diagnostic. Je me souviens, j'ai genre le souvenir d'un psychiatre qui venait me voir et qui me disait, bon, on est en train de faire votre demande d'ALD. Vous voulez qu'on mette quoi dessus comme raison? Et j'étais là, bah, je sais pas, c'est où le psychiatre? Il était là, vous préférez quoi? Trouble de la personnalité, trouble de l'humeur? Et j'étais là, c'est un menu, je peux choisir. Pour ça. Du coup, qu'est-ce qu'on vous met? J'étais, Petite bipolarité, un petit TDAH. Qu'est-ce qui vous fait plaisir aujourd'hui? j'étais là, bah, je sais pas, qu'est-ce qui m'arrive si vous me le dites. Ouais. Voilà, mais du coup, ils ont quand même, enfin, du coup, quand même, sur cette période-là de deux séjours en hôpital, comme ils me voyaient beaucoup, ils ont fini enfin, par voir, en fait, parce que bah, ce qui était fou, enfin, c'est ce qui est assez caractéristique du trouble de personnalité borderline, enfin, c'est ces hauts et ces bas très réguliers. Et moi, j'ai des hauts et des bas dans la même journée. Je peux passer bon, ça dépend des périodes, mais il y a des périodes où je peux passer de genre, je suis en haut, le roi de la montagne et tout va trop bien et tout, à une grosse crise de colère l'après-midi où je suis énervé contre tout le monde, machin, ou des gros moments de down tout d'un coup, ou d'angoisse, et ça, bah, du coup, des psychiatres qui me voyaient pour plus qu'une heure par semaine, bah, ils l'ont vu, et donc, du coup, ils ont pu poser un premier diagnostic. Du coup, ils ont commencé à me prescrire des stabilisateurs d'humeur, etc. Et en fait, pendant ma deuxième hospitalisation, je suis tombé sur une interne incroyable qui m'a orienté vers l'hôpital de jour. Et du coup, c'est un peu comme ça, et j'ai l'impression que l'hôpital de jour, c'était l'aboutissement du diagnostic, quoi, dans ma tête. C'est un peu une simplification, je pense, mais dans ma tête, c'est comme ça. Et voilà. Et puis, bah, après, en fait, depuis, le truc, c'est que, encore une fois, bah, il y a pas mal de, enfin, les maladies, enfin, les maladies autour de la cyclothymie et tout se ressemblent vachement et en plus ont pas mal de comorbidités. Donc, après coup, j'ai des médecins qui se sont redemandé si j'étais pas plutôt bipolaire que borderline. Donc, je suis en mode, en fait, borderline, ça me va, j'ai l'impression que ça me parle. Donc, pour l'instant, j'ai gardé ce mot-là. Et puis après, voilà, j'ai été diagnostiqué d'un TDA, pas H, malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est une blague. Mais parce que c'est du coup j'ai gros trouble de l'attention dont je pense je sais pas comment ça marche, je sais pas si c'est arrivé à cause de des longues années de dépression et du coup de un peu décrochage scolaire à répétition et tout ou si c'était déjà là avant. Mais comme j'étais pas en dépression, j'arrivais plus à contrebalancer. Mais du coup c'est un peu ma nouveauté récente.
Euh, et apparemment, c'est une comorbidité assez fréquente. Donc, voilà. Donc, il y a encore un peu des flous sur le diagnostic. Mais disons que j'en suis arrivé à un point où j'ai suffisamment d'idées et de mots pour m'en sortir avec le diagnostic. Et ça va en tout cas. Ce qui était hyper important, c'est que le problème, c'est que sans diagnostic du trouble de la personnalité borderline, il y a des thérapies tellement spécifiques que on n'y a pas vraiment, on se tourne pas vers ça si on n'a pas de diagnostic, quoi. Donc moi, le diagnostic, ça a été super important parce que j'ai fait l'hôpital de jour, puis j'ai trouvé une psy spécialisée en thérapie des schémas pour faire mon suivi, et puis j'ai trouvé un psychiatre spécialisé là-dedans aussi. Enfin, du coup, genre, j'ai pu vraiment axer mon suivi autour de ça et avoir du coup des professionnels de santé qui me suivaient, qui savaient gérer ça spécifiquement. Voilà. Hmm. Ok, donc ce que je comprends de ton parcours, c'est que au début, bon bah, comme tu disais, c'était un peu chaotique ton suivi, etc. Et finalement, c'est lors de ta première hospitalisation complète Ouais. que là, tu as été super bien pris en charge et super bien encadré. Donc oui, donc c'était une structure psychiatrique complète, c'est ça? C'était pas quelque chose où tu dormais Ouais, 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 à l'hôpital et ça a duré plusieurs semaines, c'est ça? ouais, ça a duré genre, je sais pas, j'ai envie de dire 4 5 semaines la première fois et puis un peu plus de 2 mois la deuxième fois. Ok. Voilà. Dans la même structure à chaque fois? Ouais. Mm. Donc tu connaissais Bah ouais, quand il retournait, tu t'es dit, bon, je connais quoi. c'est ça. Bah, c'était un peu le deal, c'est que fallait que j'aille en HP, enfin fallait que je retourne en hôpital, j'avais pas envie. Et donc le deal c'était si j'arrive à avoir une place là, j'y vais, mais sinon c'est mort. Parce que, Ok. bah, en plus, enfin, l'hôpital psy, on entend tellement d'histoires d'horreur que ça donne pas très envie. Et celui-là, comme j'y étais déjà allé et que je savais que ça se passait très bien, c'est ça ou rien. Et donc, du coup, j'ai eu de la chance. Non, je suis passé par les urgences, mais du coup, j'ai pu y retourner. Et, Comment ça s'est passé ta découverte de l'hôpital psychiatrique? Est-ce que tu savais déjà ce que c'était? Est-ce que tu savais où tu mettais les pieds? Est-ce que tu y allais en mode flemme un peu? Comment ça s'est passé cette découverte de l'hôpital psy? hum, alors, du coup, j'y suis, ma première hospitalisation là-bas, c'était après une TS. Euh, J'avais pris des médicaments. Et donc, du coup, j'ai aucun souvenir de mes premiers 24 à 48 heures là-bas. Euh, J'étais quand même suffisamment éveillé parce que c'est un hôpital où ils peuvent pas nous interner de force. Donc, il faut forcément qu'on dise oui. J'étais suffisamment éveillé pour quand même dire oui. Mais j'en ai aucun souvenir. Et mes premiers souvenirs, ils commencent, je sais pas, 2 jours après. Genre, j'étais déjà en chambre. Euh, Coup de bol, j'étais en chambre double avec une dame très très gentille euh, qui, euh, qui m'a dit ah bah t'es enfin réveillé et qui m'a fait qui m'a fait visiter tout le service, m'a expliqué où j'étais, comment ça marchait. Et heureusement, c'était une autre patiente, quoi. Et heureusement qu'elle était là parce que sinon, je me serais réveillé dans cet endroit inconnu sans aucune idée de comment j'étais arrivé là et de qu'est-ce qui se passait. Ça aurait été, je pense, terrifiant. Et là, j'ai eu trop de chance. Et du coup, c'est un tout petit service dans lequel j'étais. Et c'est un tout petit service où, comme il n'y a pas de personnes internées de force, il y a quand même relativement des pathologies assez légères. Enfin, en termes enfin, notamment en termes de déconnexion avec le monde. Les gens sont assez lucides, plus ou moins, quand même, de où ils sont, de ce qui se passe. Donc, c'était pas effrayant. Euh, Ma première hospitalisation, c'était la première fois que je me retrouvais vraiment entouré de personnes avec des problèmes de santé mentale. Et c'était pendant le confinement. Donc, on n'avait pas le droit aux visites, on n'avait pas d'activité dans l'hôpital et on était juste là, à zoner. Il faisait super beau, par contre, c'était genre le mois d'avril. Et du coup, j'ai passé, je sais pas,
le temps de mon hospitalisation, donc un peu plus d'un mois, dans le jardin de l'hôpital, à fumer des clopes. J'ai jamais autant fumé de ma vie. C'était un peu la cata de ce point de vue-là. Mais par contre, c'était trop bien. Et en fait, moi, je suis arrivé, j'étais dans une période un peu de high. Et du coup, j'avais grave l'énergie de socialiser avec les autres patients, de, d'organiser des activités. Genre, ma mère, j'ai fait entrer de la terre autodurcissante en secret par ma mère pour pouvoir faire un atelier modelage avec les autres patients que j'ai animé. J'aurais jamais fait ça de ma vie dans un autre environnement ou avec d'autres gens, mais genre, j'étais hyper timide à cette époque, donc c'était vraiment. Mais là, je me sentais trop à l'aise. Enfin, il y avait vraiment un truc de c'était tellement normal qu'il y ait des moments où ça va pas et je sorte pas de ma chambre et genre les gens avec qui je traînais, ils étaient en mode bah ouais, ça arrive, enfin, ça leur arrivait aussi, c'était hyper normal, c'était hyper compris. Et donc à la fois, il y avait pas besoin d'expliquer, mais par contre, on pouvait partager euh, vraiment et donc c'était trop bien. Puis enfin, ouais, je me suis senti vraiment entouré de gens qui comprenaient, donc ça m'a fait vraiment trop du bien. J'ai perdu le début de ta question, mais C'était la découverte de l'hôpital psychiatrique, comment ça s'est passé? du coup, moi, ça s'est bien passé pour moi. Enfin, ça s'est vraiment très bien passé. Euh, je m'entendais trop bien avec les aides-soignants parce qu'elles avaient mon âge globalement. Les stagiaires, elles avaient mon âge. Euh, je m'entendais trop bien avec les patients. J'avais genre adopté une mamie qui avait pas le droit de sortir du service sans être accompagnée. Et du coup, genre, j'allais la chercher, elle et une aide-soignante tous les jours pour genre qu'on descende au jardin. Et enfin, c'était vraiment genre j'étais trop bien. Voilà. Du coup, ça s'est enfin, super bien passé. La sortie a été un peu dure, du coup, je pense. Enfin, peut-être que ça aurait été dur de toute façon, mais parce que j'étais là-bas, genre, avec un groupe de gens avec qui comprenaient exactement ce qui se passait et tout, et en même temps avec zéro charge mentale, genre, j'avais pas besoin de m'occuper de moi, il y avait des gens qui s'occupaient de moi pour moi. Oui, oui, non, mais c'est un soulagement de T'as une ouf. petite infirmière qui te dit ok, c'est l'heure de la tisane. C'est ça, genre. T'as pas besoin de réfléchir à te faire à manger, à même penser au fait que tu dois manger, genre, ça arrive, enfin, bah ouais, c'est un soulagement de ouf quand ça fait des mois que t'es en dépression, que t'es là tous les jours à te dire, faut vraiment que je me fasse à manger, putain, je suis trop nul, j'arrive pas à me faire à manger, non, 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 et là, tout d'un coup, t'arrives et les gens sont nourriture. T'as un petit papier, t'as trois options. Tu coches sur l'option qui te paraît la moins dégueu. C'est quand même pas très bon. Et après, ça arrive, quoi. Les patates pas assez cuites et froides. Les pâtes trop cuites et froides. C'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment tout ce dont on a besoin, en fait. C'est exactement ça. Et du coup, genre, enfin, ce mélange de genre zéro charge mentale, de aussi, bah, j'avais une bonne excuse, enfin, genre, j'étais à l'hôpital, donc ne pas faire les autres trucs de la vie, genre, j'avais une très très bonne excuse. Et à la fois être avec ces gens, enfin, ça m'a fait trop trop du bien. Et un truc trop marrant, c'était, il y avait une des meufs c'était là qui avait proposé un jeu. On faisait un genre de petit bac de noms de médicaments. J'adore. J'étais là, genre, nulle part ailleurs, tu vas trouver des gens qui vont avoir plusieurs options de médicaments pour toutes les lettres de l'alphabet. C'est grave. C'est C'est- trop génial. J'ai trouvé mes gens là, c'est bon. Grave, j'ai trouvé ma team. Et du coup, enfin non, ça m'a fait trop trop du bien. Euh, et du coup, ouais, et puis quand j'y suis retourné, c'était différent parce que j'allais vachement moins bien. Genre, pour le coup, je sortais plus de mon lit et tout, donc l'hospitalisation était moins fun. Mais par contre, pareil en termes de repos, de pas avoir à gérer quoi que ce soit. Euh, et, euh, et pour le coup, j'avais énormément besoin de parler à ce moment-là. Et voir ma psy une fois par semaine, c'était pas assez. Et donc, du coup, pouvoir parler à une interne en psychiatrie tous les jours, c'était hyper important pour moi. Et ça m'a permis d'avancer aussi, de débloquer des trucs. Parce que bah, les psys que je vois le reste du temps, on gère vraiment le quotidien. Maintenant, ça va mieux, mais pendant longtemps, mon quotidien était tellement
source de tellement d'émotions qu'en fait, à chaque fois que je voyais ma psy, je décortiquais, j'ai 1 heure, je décortique 1, 2, max 3 situations de la semaine qui est passée qui me paraissent toutes hyper urgentes à décortiquer. Et, euh, et la semaine d'après, j'ai 3 nouvelles situations, donc c'est hyper compliqué de. Alors que là, j'avais pas de situation, il se passait rien dans ma vie. Et du coup, je pouvais vraiment parler de trucs. J'avais l'impression que je pouvais aller plus loin sur certains sujets où on pouvait pousser des trucs. Et donc, je pense que ça a été vraiment très différent de ma première hospitalisation, mais tout aussi important euh, pour moi. Voilà. En off, t'étais en train de me raconter une anecdote sur un gâteau que vous avez fait en hôpital psy. Oui. Du coup, comme j'avais dit, c'est que on était en plein milieu du Covid, donc il n'y avait pas d'atelier organisé par des intervenants extérieurs dans le service, ce qui est normalement le cas, je crois. J'ai jamais été hospitalisé hors Covid, donc je sais pas, mais et euh, et du coup, on se trouve, du coup, j'avais fait cet atelier de modelage là dont je t'ai parlé, et puis du coup, ça avait donné un truc de on a envie de faire d'autres trucs ensemble, et du coup, on a décidé de faire un gâteau avec les moyens du bord, donc c'est-à-dire les trucs qu'il y avait sur nos plateaux de petit déjeuner, en gros, donc les tout petits morceaux de beurre de petit déjeuner, les petits sachets de sucre pour sucrer le café. On n'avait pas le droit d'avoir deux dans l'hôpital, du coup, on avait utilisé de la compote. Donc, du coup, on avait genre fait ce gâteau à partir d'une recette, je ne sais pas où on l'avait trouvé. Et les infirmières, gentiment, nous l'avaient cuite dans leur four de leur. Elles avaient un endroit où elles pouvaient manger, quoi. Et donc, du coup, il y avait un four, donc elles nous avaient fait cuire. Et du coup, on en avait tous eu une petite part sur. Genre, elles nous avaient mis une petite part sur nos plateaux repas le soir. Le gâteau était pas bon. Oui. Genre, on va pas se mentir, le gâteau était pas bon. Mais genre, on était trop fiers de nous Oui. d'avoir fait un gâteau à partir de vraiment ce qu'on trouvait. Voilà. Moi, j'ai des anecdotes aussi d'hôpital parce que c'est vraiment les moyens du bord. Puis, t'en as qui ont des autorisations de sortie et t'en as qui n'en avaient pas. Après, toi, vu que c'était pendant le Covid, je sais pas si t'avais des autorisations de sortie. Non, mais je Non. sortais quand même. Ok. Comme je fumais, je t'ai dit beaucoup, Ouais. fallait aller faire. Donc, on allait faire des tournées de club pour les copains. Enfin, c'était. Ouais. Oh mon Dieu, mais merci de parler de ça parce que c'est vrai que t'as une solidarité de dingue entre ceux qui ont des permes de sortie, ceux qui en ont pas. Il y a cette solidarité, ce truc et tout que j'aime trop. Moi, je me souviens, je sais pas pour. Alors, moi, pour le coup, j'étais hospitalisée en novembre-décembre Mm. et j'avais une envie de raclette super forte. Et je crois que je l'ai communiqué à trop de gens parce que je parlais de raclette tout le temps. Et un jour, En même temps, voilà, c'est important. c'est ça. Je ne voulais manger que de la raclette, je sais pas pourquoi. Et en fait, il y avait un gars qui avait une permission de sortie. Il est parti aller acheter du fromage à raclette, sauf qu'il n'avait rien pour le chauffer. Donc, il a chauffé sur un radiateur dans sa chambre. Oh non, l'enfer de l'odeur de la chambre. Parce qu'il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait rien, tu vois. Et, et genre, vraiment, il y avait les blouses blanches, parce que moi, je les appelle les blouses blanches, mais qui étaient genre en train de toquer en mode oui, alors peut-être pour l'odeur, ce serait bien. Et j'aime trop parce qu'il y a que dans un hôpital psychiatrique où si tu veux faire fondre ton fromage à raclette sur un radiateur, ça ne choque personne. Tu vois, on est juste là en mode bon, juste l'odeur, mais c'est tout quoi. Si ça vous dérange pas, c'est pas grave. J'aime trop ce genre de truc. Et pareil, moi je me souviens qu'il y avait un peu un trafic de les plateaux repas. C'était super pas bon. Genre, moi je sais que je mangeais pratiquement pas ce qu'il y avait. Et quand il y avait des trucs bons, en fait, il y a des gens trop intelligents qui faisaient des stocks de, genre, tu sais, au lieu de jeter ce que tu manges pas, ils gardaient les fruits, les gâteaux et tout. Et vraiment, j'ai découvert au bout de 1 mois d'hospitalisation que les gens avaient des stocks de bouffe dans leur chambre et j'étais en mode, what? Je n'étais pas au courant. Enfin bref, donc j'aime trop ce genre d'anecdotes d'hôpital psy. Bah, ouais, moi, j'ai découvert récemment le plaisir de pouvoir partager ce genre d'anecdotes avec des gens qui ont été aussi hospitalisés et on en a tous et c'est trop bien. Ouais, grave. C'est vraiment un truc de pareil, je pense que genre tu racontes ça à des gens qui connaissent pas le contexte, ils sont en mode ok, ok, mais quand tu parles à quelqu'un qui a eu une hospitalisation dans le même genre, genre, il y a vraiment un truc de compréhension de ouais, tout à fait normal, franchement bien vu. Non mais carrément. Et puis
Tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de jugement dans un hôpital psychiatrique. Genre, personne va te juger parce que t'es trop weird. Tu vois, ça n'existe pas. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que personne ne va non plus te demander ce que tu fais dans la vie. Moi, c'est vraiment la question que j'en suis. Tu vois, bah, en fait, je suis en dépression. Donc, arrêtez de me poser cette question, please. Et c'est trop bien parce que jamais en hôpital psychiatrique, t'as Oui. quelqu'un qui va te demander Oui. ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes études, je sais pas, ta carrière. Bah non, en fait. Oui, non, clairement, on est tous coincés là. Ouais, Il n'y a pas grave. de. Il n'y a pas de. Ouais. Mais puis, ouais, moi là-dessus aussi, sur la transidentité, c'était trop chouette parce que du coup, je me suis retrouvé dans ce service pas du tout axé sur cette question-là. Et en fait, personne n'en avait rien à foutre. Et du coup, j'étais en chambre avec une meuf parce que quand j'étais à peu près lucide, ils m'ont dit bon, il y a des places qu'en chambre double, vous préférez être avec un homme ou une femme? Et j'étais en tout début de transition, j'étais là genre surtout pas être en chambre avec un type que je connais pas, enfin non. Et du coup, j'avais demandé à rester en chambre avec la voisine qui m'avait accueilli à mon réveil. Et, du coup, ça s'est super bien passé. Et genre, enfin, c'était une daronne de 50 ans qui avait jamais croisé de personne trans de sa vie. Enfin, pour autant qu'elle sache, quoi, j'étais un peu la découverte. Et genre, ça s'est super bien passé. Et pareil, genre, tout le petit groupe de potes que je m'étais fait avec qui j'avais fumé et tout, il y avait des gars, enfin, genre, il y avait des gars qui étaient clairement plutôt conservateur, plutôt avec des valeurs un peu de droite et tout, mais dans ce contexte-là, j'étais dans leur groupe, machin, et puis il y avait un côté, je sais pas, genre j'étais le plus jeune, donc il y avait un truc un peu aussi de protection, et genre personne en a eu, enfin, j'ai eu de problèmes avec personne, quoi. C'était, tout le monde s'en foutait. J'étais là, c'était pas le plus important, je pense, et du coup, c'était trop bien. Parce que bon, c'était un peu une inquiétude aussi de l'hospitalisation, c'est que, bah, notamment la question de la chambre, euh, si je devais être réhospitalisé maintenant, je sais pas comment ça se passerait, parce qu'à l'époque, j'avais à peine commencé ma transition médicale, donc, genre, je passais pas, les gens, quand ils me voyaient, ils voyaient plutôt une meuf. Genre, tant que je disais pas, je m'appelle Ezra, j'utilise le pronom il, je pense que les gens, ils me genraient au féminin. Donc, du coup, être en chambre avec une meuf, ça allait. Maintenant, bah, genre, j'ai fait une mamec, donc j'ai plus de poitrine, j'ai de la barbe, ma voix, elle a baissé. Je pense que ce serait vachement plus compliqué. Mais peut-être pas. Peut-être que ça se passerait exactement pareil. C'était un peu grande question. Mais, mais du coup, ouais, c'est là-dessus, enfin, pareil, ce côté, les gens, ils s'en fichent, t'arrives comme t'es et personne te pose de questions, personne te juge. Enfin, c'était très. Même là-dessus, ça passait, quoi. Donc, c'était cool. Ta transition, elle est arrivée à partir de quand dans ton parcours? Euh, ben, j'ai fait mon coming out en pareil, tout début de ma première année post-bac. Donc un peu avant ma première grosse dépression. Ça faisait un bout de temps que je m'intéressais au sujet, en allié, n'est-ce pas? Euh, On a tous connu ça voilà. J'ai vu toutes les vidéos dans de la coming communauté. out. Oui. J'ai vu toutes les vidéos de coming out possibles sur YouTube en me disant je suis un bon allié, je me renseigne et tout. Ça me crée de l'émotion, énormément d'émotion, mais c'est parce que Mais c'est juste c'est pour. voilà, c'est de l'empathie. Ouais, j'ai mis un peu de temps à dépasser cette phase et en fait, du coup, ouais, j'ai fait mon coming out du coup en 2015, fin 2015. Euh, et après, ça s'est étalé. Enfin, ouais, ça a commencé à ce moment. Enfin, du coup, ça a commencé à ce moment-là. Je sais pas, mais en tout cas, c'était à ce moment-là que c'était posé et dit, et pour moi et pour les autres. T'es passé tout de suite à un coming out trans ou t'as eu avant un coming out gay? Alors, j'ai commencé par faire un coming out bi, mais c'était Oui. genre un mois avant le coming out trans. Mais j'ai commencé par faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon coming out bi. Après, genre, du coup, notamment 3 années de lycée sur YouTube, machin, je sais pas quoi. Pendant l'été, je me dis, bon, ok, non, en fait, je crois que je suis bi, blablabla. Mais genre, ça avait été une négociation avec moi-même, pas possible de.
Genre, non, je suis pas un imposteur. Non, je fais pas ça par effet de mode. Oui, j'ai vraiment Enfin, en plus, j'avais jamais eu de relation, j'avais jamais été amoureux de qui que ce soit, donc c'était un peu théorique, quoi, comme. Mais bon, du coup, genre, j'en arrive à la conclusion que, ok, vas-y, je suis bi, donc genre, je rentre des vacances d'été, septembre, je dis à ma meilleure amie d'enfance, ouais, je suis bi. Euh, et, euh, et du coup, toujours dans un truc où je m'étais encore un peu dédicent, je me dis, ouais, j'avais très envie de faire du bénévolat, et je tombe sur cet asso de jeunes LGBT qui fait de l'éducation sur les questions de discrimination. Je me dis, oh, trop bien, je vais aller là-bas, ça va être super intéressant, je vais aller faire de l'éducation, blablabla, enfin, je vais aller faire des interventions au milieu scolaire, ça va être super. Et je suis arrivé, ils m'ont dit, bah, ouais, bien sûr, tu peux faire des interventions au milieu scolaire, mais prends un peu le temps d'abord de connaître l'asso. Et l'asso faisait des permanences d'accueil 3 fois par semaine. Et donc, du coup, j'ai commencé à aller aux permanences d'accueil. Et en fait, je me suis. Ouais. C'est quoi une permanence d'accueil? Du coup, enfin, c'est un moment où l'asso ouvre ses portes d'une manière ou d'une autre et des gens peuvent venir. Alors après, ça peut prendre plusieurs formes. Dans cet asso, c'était vraiment un truc très informel. C'était une asso. Ouais, non. Si, vas-y. Euh, enfin, de toute façon, c'est le Mac Jeune LGBT, donc c'était une des seules assos de jeunes LGBT à Paris. Pas lié aux études, parce qu'après il y avait des trucs liés aux études, mais et donc c'est une asso de 15-26 ans euh, où à la fois du coup les gens qui sont bénéficiaires de l'asso ont 15-26 ans, mais aussi les gens qui gèrent l'asso ont 15-26 ans. Du coup, et en fait cette asso elle a un local à Paris. Euh, et moi, à l'époque où j'y allais, le local était ouvert 3 soirs par semaine pendant, je sais pas, plusieurs heures. Et n'importe qui pouvait venir et se poser là. Donc on faisait des jeux, on parlait. Enfin, c'était pas vraiment, enfin, c'était pas du tout axé genre tour de parole, information, je sais pas quoi. C'était vraiment l'idée que les jeunes LGBT souvent sont assez isolés et donc, on leur donne un lieu pour venir se retrouver et avoir ce moment de cours de récré où ils sont entre eux et où on est entre nous. Enfin, et donc, du coup, j'ai commencé à y aller. Et moi, la première fois que j'y suis allé, il y a quelqu'un qui m'a dit et du coup, c'est quoi tes pronoms? Et j'étais là, ah, j'ai le droit de choisir. Ok. Ben, dans ce cas, si j'ai le choix, je vous redis ça dans 2 semaines, ok? Et ça a commencé comme ça. Et du coup, j'ai un peu testé, enfin, genre, j'ai demandé qu'on teste les pronoms. J'ai demandé ça, puis assez vite, genre, j'ai dit bon, je suis non-binaire. Alors après, je suis passé par toutes sortes de phases comme j'avais été un très bon allié avant, j'avais beaucoup d'informations sur le sujet, donc j'avais plein de termes, enfin, il existe plein de termes, donc j'ai un peu testé plein de termes de description de mon identité euh, pendant toute une période, puis j'ai commencé à tester des prénoms. euh, et, euh, et ça s'est fait comme ça. J'ai encore perdu le début de ta question. Mais C'était à partir de quand, si j'avais fait un coming out bi, enfin, ouais, sur ta transition, à partir de quand tu as fait ta transition dans ton parcours? mais du coup, ouais, j'ai fait mon coming out bi très très peu de temps au final avant de faire un coming out trans. Et juste, j'avais un peu besoin de l'aval de gens qui me disaient, mais oui, oui, t'as le droit de choisir, t'es pas, enfin, Mais, et et voilà. te sentir Et donc, légitime c'est aussi, je ça. suppose. Mais c'était vraiment le fait, enfin, je me souviens vraiment comme le fait qu'on me demande, j'étais à, ah, j'ai le droit. Ouais. Et ça a été hyper important. Et, euh, et donc, du coup, enfin, j'avais fait un coming out bi avant, mais ça a pas, c'est tellement court avant que j'ai pas genre eu une grosse période de genre penser que j'étais juste LGB avant de me rendre compte que j'étais trans, quoi. C'est arrivé quasi en même temps. Voilà. Et à partir de quand tu as décidé de faire la transition médicale, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. Ouais, ouais. Ben, je pense que enfin, j'ai un peu eu des.
je pense que je savais que j'avais envie de faire une transition médicale d'une sorte ou d'une autre, très vite. Mais par contre, moi, j'ai eu besoin de beaucoup de temps, parce que je fais pas trop de choses sur un coup de tête de base. Je suis plutôt du genre à réfléchir 3 ans avant de prendre une décision. Euh, et mine de rien, enfin, genre, j'avais beaucoup de doutes. Enfin, faut que j'arrête de dire fin toutes les phrases. Euh, Quand j'ai fait mon coming out, il y avait des personnes non binaires autour de moi, mais c'était moins, on en parlait moins que maintenant. J'avais pas trop de modèles, notamment j'avais pas vraiment de modèles de personnes non binaires qui faisaient des transitions médicales, ou très peu. Euh, j'ai eu des groupes de parole trans qui m'ont dit au tout début, bah t'es non binaire, t'es pas trans, t'es pas bienvenu dans nos groupes de parole. Donc il y avait vraiment euh, un truc où je savais pas bien où me situer, j'avais assez peu de modèles. Euh, c'est venu relativement vite, mais au tout début, j'étais un peu dans le flou. Je pense que j'ai mis longtemps à me sentir légitime. En plus, comme on a un peu cette histoire de les personnes trans qui savent qu'elles sont trans à 2 ans et puis qui, du coup, toute leur vie disent ah, mais moi, je suis pas une fille, je suis un garçon, nanana. Et tout. Moi, c'était pas ça. Genre, moi, j'ai vécu mon enfance sans jamais dire je veux être un garçon. Enfin, après coup, je me dis, ah ouais, il y avait quand même ça et tout, mais c'était des tout petits trucs, enfin, c'était pas un truc très affirmé. Et en plus, je suis arrivé à l'âge adulte et j'ai fait mon coming out, mais genre, j'étais pas en mode je veux être un garçon, genre, j'ai jamais voulu être un garçon. Euh, et du coup, j'étais un peu en mode, bah, est-ce que la testo, c'est réservé aux personnes trans-binaires qui veulent être des garçons? Enfin, du coup, il y a eu enfin, j'étais dans enfin, à la fois, j'avais beaucoup de certitude sur ce qui me mettait confortable ou non, et en même temps, j'avais tous ces doutes liés au fait que j'avais des modèles qui me correspondaient pas du tout, peu de modèles qui me correspondaient, donc ça a été tout un micmac. Donc, genre par exemple, je pense que je savais que je voulais pas de poitrine avant de savoir que j'étais trans. Enfin, c'était vraiment un truc, je me souviens, genre au collège, j'enviais trop les meufs, enfin au lycée plutôt, j'enviais trop les meufs qui avaient très très peu de poitrine, où ça se voyait quasiment pas. C'était vraiment genre. Donc, c'était évident que aller faire une mamec, donc l'opération pour retirer la poitrine, mais ça a mis. Entre le moment où j'ai fait mon coming out et le moment où j'ai fait ma mamec, il s'est passé 6 ans, un truc comme ça. Ça a été très long, quoi. Et je regrette pas, enfin, je l'aurais pas fait, enfin, je l'ai fait au moment où j'avais besoin de le faire. Mais du coup, enfin, ta question c'était quand est-ce que j'ai décidé de commencer ma transition médicale? Il n'y a pas eu un moment. Il y a en fait plein de moments où je me suis dit, ok, là c'est de ça dont j'ai besoin, donc je vais avoir commencé la T à un moment. La T, c'est la La testostérone. testostérone, ouais, donc l'hormone qui permet de faire, enfin, comprendre pour faire une transition médicale hormonale. Et, euh, et du coup, j'ai commencé la T, mais j'ai eu des périodes où j'ai arrêté la T parce que j'étais là, bah, en fait, là ça va trop vite, ça va. Enfin, donc, enfin, j'ai j'ai des moments où je commence, j'arrête. Euh, Là, ma mec, j'ai mis très longtemps, alors que je savais que je voulais le faire. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour faire ma mec en, en, je sais pas, en 2017-2018. J'ai fait ma mec il y a maintenant 2 ans, donc en 2022. Enfin, donc du coup, j'ai mis vraiment, moi, j'ai été plutôt du genre lent, mais ça me convient, c'est ce dont j'ai besoin. Euh, du coup, c'était cool. Enfin, c'était ce qu'il me fallait. Et je pense que bah, j'ai quand même eu la chance d'être entouré par beaucoup de personnes trans et par beaucoup de personnes non binaires. Donc même si au début, il y avait un peu des trucs d'incompréhension, très vite, la non-binarité, c'est devenu vachement plus un sujet et du coup, des identités mieux connues et comprises. Et donc très vite, j'ai croisé plus de personnes non binaires, des personnes non binaires qui faisaient des transitions. J'ai eu accès à l'information autour
Notamment le fait que douter, c'est normal. Parce que je me suis beaucoup dit, mais si je doute autant, est-ce que ça veut dire que voilà, je suis pas trans? Et en fait, c'est très normal. Et je crois, de ce que je comprends, et des gens avec qui j'ai parlé, que la plupart des personnes trans passent par ces moments de doute, quoi. Enfin, c'est en fait pas du tout un truc bizarre et anormal. Enfin, c'est un modèle qui me convenait pas, du coup, qui est un modèle de le plus vite possible, ressembler le plus possible à un mec cis, et donc un mec qui est pas trans. Euh, et moi, ça me convenait pas comme modèle. Et donc, du coup, petit à petit, de rencontrer des gens qui avaient d'autres formes de transition, ça m'a vachement rassuré et aidé. Et moi, le fait de pouvoir le faire lentement, c'est aussi parce que je voyais que il y avait d'autres gens qui le faisaient comme ça. Et donc, du coup, j'ai pu me dire, OK, non, ce modèle qu'on nous impose, c'est pas forcément celui que je suis obligé de suivre, mais ça a mis du temps. Mm. Oui, et puis je trouve que c'est bien que tu parles du droit de douter, de pouvoir commencer la testostérone et après arrêter. De ce que je comprends, c'est que ça s'est fait par étapes, petit à petit, qu'il y a eu parfois des retours en arrière et que tu as vraiment mis du temps avant de faire les différentes étapes qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Enfin, Alors, c'est comme ça que je l'interprète. ouais, moi, je dirais pas retour en arrière. Je sais Oui, pas si. je disais ça sur la testostérone. Ouais, mais justement, moi, je dirais pas retour en arrière parce que je suis jamais retourné en arrière. C'est juste une autre façon d'avancer. Euh, Justement, en fait, moi, ça me correspond pas du tout cette idée qu'il y a un début, une fin et qu'il y a une ligne et qu'après, on peut faire des écarts à la ligne ou des retours en arrière. Moi, c'est pas ça. Mon parcours, c'est une ligne, c'est juste ma ligne. Et, et quand j'arrête la testo pendant une période, j'ai pas l'impression de revenir en arrière. J'ai juste l'impression que à ce moment-là dans ma vie, ma ligne, elle va par là, quoi. Et ouais. Euh, Juste un petit point vocabulaire, Ouais. parce que j'ai noté un petit lexique. Pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent, donc TS, ça veut dire tentative de suicide. TDAH, ça veut dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Du coup, j'ai découvert T, c'est la testostérone. Ouais. Et MAMEC, c'est mammectomie. Ouais. Et donc, mammectomie, c'est l'opération qui permet d'enlever la poitrine. Ouais. C'est ça. Merci. De rien. Et 6 je sais pas si j'ai dit 6. Après, je l'ai. Je t'ai pas entendu dire 6, Moi, je l'ai mais dit. J'ai essayé de le définir juste après, mais du coup, juste au cas où, 6 c'est pas trans. Donc, c'est vraiment le oui, préfixe un homme. oui, de Un homme est transgenre, trans, cisgenre. un homme, c'est ça. Voilà. J'ai eu beaucoup de psy qui me disaient non, mais votre problème, c'est la transidentité, non, 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 non. Et en fait, c'est pas le cas. Genre, j'avais des problèmes de dépression longtemps avant de commencer la testostérone. J'avais des problèmes d'humeur longtemps avant de commencer la testostérone. C'est pas la faute de la testostérone du tout. Et de toute façon, c'est qui je suis, c'est comme ça. Et c'est juste, faut se dire que je suis comme je suis avec la testostérone et gérer le traitement en fonction de ça, quoi. Mais, Euh, bon, sur l'aspect médicamenteux, à voir au cas par cas avec les professionnels de santé mentale concernés. Mais du coup, je trouve ça super important de souligner que toi, du coup, tu avais un fond dépressif longtemps avant de démarrer la testostérone. Et alors, du coup, ma question, c'est est-ce que tu as senti que la testostérone a changé quelque chose vis-à-vis de ton trouble borderline ou pas du tout? je crois pas. Ok. C'est Moi, j'ai vraiment vécu ça comme deux choses complètement séparées. Ok. Euh, J'avais d'un côté mon parcours de transition, de l'autre côté mon parcours psy, avec très peu d'interactions. Euh, les psys avec lesquels j'ai eu des bons suivis, c'est les psys qui m'en parlent pas, sauf quand moi j'ai envie d'en parler. Mais, euh, mais en fait, genre, c'est pas ça. Moi, je le gère
pour le coup, ma transition, je la gère. J'ai des ressources, j'ai des gens à qui parler, notamment d'autres personnes trans, et j'ai plein de ressources en ligne. Et c'est vraiment un truc que j'ai géré moi-même. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Mon parcours, il s'est bien passé. J'ai pas eu d'obstacles très difficiles à surmonter. Et du coup, j'ai vraiment géré ça et j'ai passé, du coup, surtout, enfin, le plus que j'en parlais avec mes petits, c'est quand j'essayais de les convaincre de me lâcher là-dessus et de leur dire non, ils viennent pas de là mes problèmes, quoi. Et, euh, et j'en suis toujours convaincu après 8 ans de transition et de parcours psy que ça a pas de lien. Enfin, après, les liens que ça a, c'est que j'apprends des choses de l'un ou l'autre des parcours et que ça m'aide à penser l'autre parcours. Mais c'est vraiment, par exemple, le fait c'est ce que je disais, il y a un modèle prôné par les psychiatres, notamment pour la transition, Ouais. de ce que c'est être trans, ce que c'est. Et genre, on sait que c'est faux. Donc, du coup, j'ai vite appris à me dire que les professionnels de santé savaient pas mieux que moi ce qui était bien pour moi en termes de transition. Et ça m'a du coup aussi aidé à me dire que parfois les professionnels de santé savaient pas mieux que moi ce dont j'avais besoin et ce que je vivais en termes de santé mentale. Et donc j'ai un truc que j'ai appris, c'est à dire non au psychiatre. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc que beaucoup de gens osent pas faire. Et donc, du coup, je pense, d'une certaine manière, mes deux parcours, ils se sont nourris comme ça, d'apprentissage sur des trucs comme ça. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment deux trucs très séparés. Euh, T'aurais souhaité, de ce que j'entends, que ce soit un non-sujet quand tu arrives face à une professionnelle, qu'on se concentre sur pourquoi tu viens, Mm. sur la dépression ou l'anxiété, ou enfin voilà, et que si tu souhaites parler de ça, tu le feras, mais sinon ne pas tout le temps être ramené systématiquement à ça. Exactement. Merci pour ce message, ce partage. Mm. Ok. Merci d'avoir éclairé ce point, parce que ça, c'était un truc où je m'étais toujours demandé, genre quand tu prends des hormones et tout, et puis étant donné que le trouble borderline, c'est un trouble de la personnalité, et genre, moi je sais que pendant un moment, j'avais un peu une crise identitaire de je savais plus, genre, est-ce que borderline, c'est ma personnalité, ou est-ce que, enfin, tu vois, genre des trucs comme ça et tout. Donc je trouve ça trop bien que toi, t'expliques que dans ton parcours personnel, pour toi, c'est deux choses hyper distinctes. Et que tu as fait ton parcours de transition, tu as fait ton propre chemin, etc. Et que, en l'occurrence, quand tu vas consulter une psychiatre pour le border, on est sur du border. Enfin, merci. Enfin, vraiment, c'est en train d'éclairer, je pense, la plupart des questions que je me posais sur ce genre de thématique. Je suis ravi. Donc, merci. Euh, Ce qu'on disait un peu en off, c'était que la grosse différence entre l'aspect santé mentale et l'aspect transition, c'est que sur le côté transition, il y a quand même une communauté. Donc, tu as pu aller dans des associations, faire des groupes de parole de personnes concernées par la transidentité. Tu as pu trouver une communauté, chose que tu n'as pas forcément trouvée dans la santé mentale. C'est ça? Ouais. Euh, du coup, ouais, ce qu'on disait, c'est que, enfin, on en parlait quand on parlait de l'hôpital et de à quel point ça faisait du bien de se retrouver avec des gens qui vivaient des choses similaires, qui nous comprenaient, etc. Au-delà du fait que ça fait du bien, ça permet aussi d'apprendre des choses. Enfin, moi, je parle de médicaments tout le temps avec les gens autour de moi. Je parle tout le temps de ma santé mentale. Du coup, je suis vite amené à parler avec les gens de OK, c'est quoi ton traitement, machin et tout. Et en fait, en tant que patient, on développe des savoirs. euh, et de même qu'en tant que personne trans, on développe des savoirs. Genre, il y a vraiment. Et pour le coup, euh, dans la communauté trans, enfin, il y a vraiment. On sait qu'on a des savoirs communautaires mais par exemple, sur les dosages de testostérone, il y a vraiment tout un truc de savoir communautaire qui s'est créé. Et, euh, et comme on a une communauté, on peut se les partager. Et c'est hyper important
dans le parcours parce que bah, parfois les médecins ils te disent des trucs et t'es là, mais moi j'ai l'impression que ça marche pas pour moi, mais sauf que tu as très peu de médecins. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choix de médecins qui peuvent te suivre de plus en plus, mais on n'a pas beaucoup de choix. Genre des endocs à Paris, pendant un temps, il y en avait genre 4, quoi, et tout le monde allait voir les 4 mêmes. Et c'était pas des personnes trans, c'était des personnes qui avaient un savoir très institutionnel sur la transidentité, qui n'était pas du tout le même que le nôtre. On se retrouvait souvent à mentir sur oui, oui, je suis un vrai petit garçon pour avoir le droit d'avoir accès à nos testos. Et après, on se retrouvait sur des dosages que eux considéraient être les bons, mais qui n'étaient jamais vraiment réfléchis euh, au cas par cas. Et du coup, le fait d'avoir une communauté, des savoirs communautaires, ça aide vachement. Enfin, moi, j'ai pu changer mes dosages de testo grâce à d'autres personnes trans sur des trucs qui me convenaient mieux. Et ça, bah, sur le côté psy, ça manque vachement. Et notamment, bah, genre, tel médicament me fait beaucoup d'anxiété. Et une personne à qui j'en parle me dit: Ah, mais en fait, si tu le prends en mangeant en même temps, ça diminue l'anxiété. Et je trouve que c'est un coup de bol parce que je tombe sur une personne qui prend le même médicament que moi. Mais du coup, le manque de communauté, moi, je trouve qu'il se fait ressentir. Donc après, moi, j'ai ma théorie, enfin, c'est pas ma théorie, mais sur le fait que la transidentité, ça a été vraiment vécu et vu comme une lutte politique qui a du coup créé une communauté hyper forte. Et en fait, ça manque sur la santé mentale, ce côté, cette politisation de la question. Euh, et du coup, euh, et du coup, la création d'une communauté qui lutte pour être entendue, avoir des droits qui sont reconnus et des savoirs qui sont reconnus en tant que patient. Et je trouve ça hyper dommage parce que enfin, c'est une conclusion un peu nulle, mais je trouve ça dommage parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns les unes des autres. Oui, complètement. Et c'est ce que. Alors, la France est très en retard, sans aucune surprise. Mais au Canada, depuis les années 70, ils ont déjà intégré des pères aidants, ce qu'on appelle des pères aidants, donc des gens concernés qui vont intervenir dans les hôpitaux, les cliniques et tout, et animer des groupes de parole entre personnes concernées, justement pour créer euh, cet aspect communautaire. Et je te rejoins vachement sur le fait que, vu que pour le moment, j'ai l'impression que la santé mentale n'est pas encore considérée comme une lutte politique à part entière. Dans le sens où, en fait, on le voit, hein, dans les grands débats politiques, il y a la question du féminisme, il y a la question LGBT, il y a la question écolo, il y a la question. Bon, bref, il y a plein de questions raciales. Il y a plein de sujets qui sont abordés, mais alors la santé mentale, pas du tout. Genre, jamais. Alors que moi, je considère la santé mentale comme une thématique tout aussi valide et légitime dans les débats publics, autant que féminisme, LGBT, discrimination, euh, etc. Je ne vais pas tous les citer parce que voilà. Mais du coup, je te rejoins à fond là-dessus et je suis trop contente que tu en parles parce que, en plus, il y a un truc qui s'appelle la santé mentale communautaire. Ça existe en Finlande. Il faut que je vérifie mes sources et j'ai trop envie de me renseigner là-dessus. Mais pour celles et ceux qui sont intéressés, qui ont envie de creuser la question, il y a d'autres pays qui ont créé la santé mentale communautaire. Et c'est vraiment une façon de penser le lien à la communauté, justement pour la santé mentale de tous et toutes. Je note, désolé, ça Vas-y. m'intéresse. Ouais, moi je suis tombée sur la santé mentale communautaire, j'ai trop kiffé. Et je crois qu'en France, il y a. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a une structure psychiatrique à Marseille, parce que j'ai vu un reportage sur Combini, qui a vraiment fait ce truc de santé mentale communautaire. Et du coup, tu peux me dire un peu en quoi ça consiste? Enfin, moi, c'est un truc que je connais pas pour le coup. Ouais. Alors ça va prendre avec des pincettes parce que je suis pas du tout assez renseignée, mais en gros, je crois que c'est en Finlande où ils ont considéré, en fait, eux, il y a un ou une psychiatre qui a considéré que la santé mentale, c'était la maladie du lien. Et que en fait, les personnes qui avaient une santé mentale qui se dégradait, c'est qu'elles étaient en rupture de lien, soit avec soi-même, soit avec la société. Et en fait, ce qu'on fait, nous, en France, moi, j'ai l'impression qu'on a une façon de penser la psychiatrie qui est encore très moyenâgeuse.
C'est-à-dire la personne qui va pas bien, on la prend et on l'isole finalement. Alors que en Finlande, ils ont décidé de faire totalement l'inverse. Quand une personne voit sa santé mentale se dégrader, ils vont aller mobiliser toute la communauté autour pour essayer de la maintenir le plus possible en lien avec les gens, les autres, son environnement, etc. Et en fait, apparemment, faire ça, donc il y a une technique qui s'appelle l'open dialogue. Donc là aussi, il faut que je me renseigne, mais il me semble que dans les hôpitaux de Saint-Maurice, l'open dialogue, c'est une pratique qu'ils font. Et en fait, c'est justement ça, c'est quand il y a une personne qui commence à, on va dire, être délirante, c'est toujours garder un dialogue avec elle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a une psychiatre que je voulais absolument interviewer dans mon podcast, justement, qui est formée à l'open dialogue et qui forme les gens à l'open dialogue. J'ai trop envie de la voir. Donc, si un jour j'arrive à la voir, il faudra regarder cet épisode de podcast. Mais en gros, elle expliquait qu'en fait, ils arrivaient à éviter des situations de crise aux urgences psychiatriques dans un état critique et chaotique, juste, entre guillemets, en maintenant un dialogue régulier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec la personne. C'est-à-dire que même si elle est complètement délirante, même si elle dit des choses qui n'ont aucun sens, toujours maintenir un dialogue avec la personne et qu'ils arrivaient à éviter des hospitalisations là-dedans. Et en fait, je trouve que ça fait totalement sens parce qu'on se sent tellement isolé dans nos souffrances et nos parcours. Et je trouve que quand on vit un état dépressif, c'est quand même très difficile de rester en lien avec les gens. Et c'est très difficile de rester genre terre à terre dans l'ici, maintenant, dans la société. Moi, je sais que quand je suis dépressive, enfin, c'est bon, quoi. Je suis dans ma bulle, ma planète et tout. C'est peut-être là aussi que le danger commence à venir, quand tu te sens plus connecté à la vie, plus connecté à la terre, plus connecté aux gens. Du coup, tu es en perte de sens, tu es en errance. Et c'est là où il y a des mises en danger qui peuvent se faire. Ça, c'est ma théorie à moi. Non, mais je suis d'accord. Donc, ouais, enfin, je trouve ça pas. Je trouve que c'est une théorie vraiment qui mérite d'être creusée. La santé mentale communautaire est de dire, bah, en fait, si on considère que c'est la maladie du lien, le but, c'est de recréer du lien avec la personne le plus possible, et son environnement, et elle-même, etc., et de la maintenir dans une réalité, dans le présent, quoi. Non, mais je suis d'accord. Bah, enfin, ça me fait penser aux sorties d'hôpital où, du coup, tu as eu cette hospitalisation qui t'a fait trop du bien, où tu as rencontré des gens avec qui tu avais l'impression que genre, les gens te comprenaient et tout, et puis tout d'un coup, tu sors de l'hôpital, tu te retrouves dans la société, et en fait, bah, comme tu dis, en fait, bah, l'hôpital, c'est une bulle, et donc peut-être t'étais pas tout seul dans ta bulle parce qu'il y avait des gens de l'hôpital avec toi, mais tu reviens dans la société, tu sors de ta bulle, et il n'y a plus grand-chose. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup ça, genre, comme j'ai fait des épisodes dépressifs hyper régulièrement pendant mes années de scolarité, j'interrompais ma scolarité. Et donc, notamment, bah, je suis sorti d'HP, bah, j'avais interrompu mes études, donc j'étais un peu perdu dans où j'allais bien pouvoir aller avec ma vie. Mais du coup aussi, les liens avec beaucoup de gens s'étaient distendus parce que bah, j'avais été out pendant 6 mois et j'avais répondu à aucun message pendant 6 mois. Donc bah, les gens, ils continuent leur vie. Et donc là, tu ressors d'HP et on me dit, ok, vas-y, on te lâche, retourne dans la vie et la société et t'as perdu tous tes repères, tous les trucs que t'as commencé à construire avant, ils sont plus trop là. Enfin, c'est quand même, enfin, effectivement, du coup, genre, ta bulle éclate et là, tu te retrouves dans un truc de, et du coup, c'est hyper dur, bah, enfin, moi, ça m'a généré des rechutes de ce truc de, ok, je recommence à zéro, je sais pas par où partir. Du coup, je fais des trucs euh, qui sont pas vraiment ce que j'ai envie de faire, mais j'ai pas trop d'autres options parce que bah, j'ai tout arrêté pendant 6 mois. Enfin, du coup, j'ai rendu mon appart parce que j'avais pas été dans mon appart pendant 6 mois, que j'avais aussi arrêté de travailler. Enfin, et du coup, c'est hyper dur. Donc, du coup, enfin, l'hôpital, c'est chouette, mais ce truc où on laisse les gens aller de plus en plus mal, plus en plus mal, plus en plus mal, jusqu'à que ça soit la crise, qu'ils soient hospitalisés, ça donne un truc de. Effectivement, alors que si tu te dis effectivement que si tu étais pris en charge plus tôt dans un truc qui te permettait, à des moments où ça va pas, de quand même maintenir du lien aussi bien avec des gens qu'avec des objectifs, enfin des objectifs, c'est pas le bon mot, mais
Mais des activités, bah, ça serait hyper différent en termes de aussi remise sur pied après coup, quoi. Après la gestion du moment de crise potentielle. Mm. Oui, et puis moi, je pense aussi que dans cette situation, ça creuse encore plus le sentiment de décalage. Bah ouais. La Parce que bah, solitude. ouais, la solitude, le décalage, les autres ont continué leur vie. Moi, je galère. Je suis désolé. Bon, on a fait une petite pause parce qu'il y a eu l'alarme Médoc. Donc, c'est normal. Ce qui fait une perfecte transition sur... alors, tu l'as un peu dit au début du podcast sur quand tu étais hospitalisé, sur les hauts très hauts, les bas très bas, et le fait qu'en une seule journée, tu pouvais passer par beaucoup d'états différents. Euh, Comment le trouble borderline se traduit chez toi ou se traduisait? Enfin, parce que il y a aussi l'évolution dans le temps de peut-être qu'il y avait des symptômes que tu avais, enfin des manifestations du trouble que tu avais avant que tu n'as plus aujourd'hui. Mais globalement, euh, comment t'estimes que le trouble borderline se traduit chez toi? Hmm, c'est difficile comme question, en vrai. Euh, je pense que ce qui est un peu le plus notable, c'est que j'ai des périodes très très différentes les unes des autres. Donc je peux avoir des... Enfin, j'ai des... Donc disons j'ai des grosses périodes, par exemple, je vais avoir des périodes de dépression, je vais avoir des périodes plus, plus, plus douces, voire des périodes où je suis complètement surexcité. Et au sein de ces périodes, j'ai de nouveau genre des mini-périodes de variation très intenses au sein de même journée. Euh, alors, dans les périodes de dépression, ça arrive moins. Les périodes de dépression, je suis un peu genre, j'ai un peu tendance à l'apathie totale. Mais par contre, le reste du temps, j'ai des émotions qui vont varier beaucoup et surtout de manière très très intense. Euh, et je pense que ce qui est un peu caractéristique du trouble borderline et qui se retrouve et que moi je retrouve beaucoup chez moi, c'est ce truc où des petites choses de la vie déclenchent des émotions hyper intenses. Et j'ai mis longtemps à identifier, je pense qu'un truc que maintenant je fais vachement mieux, c'est d'identifier quel était ce déclencheur. Pendant longtemps, j'identifiais pas le déclencheur et donc j'avais juste ce truc où tout d'un coup j'étais super énervé, je savais pas pourquoi, et puis après j'étais super triste. Et puis tout d'un coup, après avoir passé cette matinée en colère et triste, l'après-midi, je sautais de joie, j'allais trop bien, j'avais plein d'énergie. Et donc, enfin, je pense que ça, c'est un des gros trucs chez moi. Euh, et après, c'est beaucoup aussi dans le lien que ça se joue beaucoup. Euh, le, les peurs de l'abandon, enfin les peurs autour de l'abandon, de perdre du lien, etc., c'est quand même quelque chose qui est très fort dans le trouble de la personnalité borderline et que moi je vis beaucoup. Euh, une relation qui, même en restant existante, qui change de mode, qui passe d'un mode plus intense à un mode moins intense, ça crée énormément d'inquiétude chez moi. Euh, la fin d'un lien, ça crée euh, un niveau d'émotion, de désespoir qui est très très intense, qui va pouvoir me, me bloquer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Euh, donc, il y a ça. On- Après, par exemple, je sais que dans les caractéristiques du diagnostic du TPB, il y a l'instabilité de l'image de soi que j'ai eu pendant longtemps. Pendant longtemps, j'avais ce truc où je crois que mes premiers rendez-vous psy, je disais aussi, mais en fait, je sais pas qui je suis. Et ça pour le coup, ça c'est vraiment bien. Enfin, j'ai quand même réussi. À- Bah, je crois que j'ai réussi à avoir une vie et donc du coup à avoir une vision de mon identité. Mais pendant mon collège-lycée, c'était très très fort. Ce truc de... Je savais pas qui j'étais et j'avais un petit peu un côté caméléon de...
je pense que c'était beaucoup pour, dans ce truc de peur d'abandon, pour être sûr que les gens veuillent de moi. Je devenais quelqu'un de complètement différent. Notamment, mes parents, ils sont des 1, 2, 3. Mes parents sont séparés. Et mon père habite en Belgique. Et j'ai toujours eu ce truc de. Genre, je me disais, il y a le Ezra qui existe en Belgique n'existe pas. Dès que je sors du train en revenant en France, ce Ezra disparaît. Et genre, j'avais ce personnage qui était le personnage que je pensais être la seule version de moi acceptable par cette partie de ma famille, qui du coup, mais que je contrôlais pas. Enfin, c'était pas un truc. Et donc, du coup, j'avais vraiment ces trucs. Mais du coup, comme j'étais tellement tout le temps en train de jouer le jeu du personnage qui me paraissait être aimable par les gens autour de moi, bah, en fait, au final, je savais plus qui j'étais moi, quoi. Enfin, j'avais plus de. Donc, ça a été très fort, mais ça s'est perdu. Enfin, c'est ce qui est bien. Euh, et puis sinon, bah, je sais pas. Bah après, voilà, je suis en train d'essayer de me souvenir des critères de Des critères. diagnostic. Peur de l'abandon, peur du rejet, une image de soi, l'idéalisation, la dévalorisation, le sentiment d'être très dysfonctionnel, comme le vit un petit canard, les autres oui, moi non. Euh, je sais plus. Bah, il y a la mise en danger aussi. Donc, ça, moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai pas de problème d'addiction. Et là-dessus, je crois que j'ai eu énormément de chance. Donc, bon, après, j'ai fait des tentatives de suicide. Je me suis scarifié. Enfin, j'ai quand même fait des trucs. Mais enfin, j'ai quand même eu des moments où je me mettais en danger, où je me faisais du mal. Mais j'ai eu beaucoup de chance. De... Mes tentatives de suicide n'ont pas abouti. Et vraiment, je pense que ne pas avoir de problème d'addiction, ça, parce que ça m'a sauvé. Parce que enfin, j'ai eu des périodes de consommation excessive et j'ai pu arrêter. Enfin, quand j'ai plus le contexte dans lequel je le faisais, j'ai pu arrêter sans. Enfin, c'est pas devenu un truc qui a envahi ma vie, quoi. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Euh, Beaucoup d'anxiété. J'ai vraiment un gros problème d'anxiété. Euh, et donc ça, c'est vraiment un des trucs handicapants. Pendant très longtemps, je pouvais à peine sortir de chez moi. Passer la porte de mon appartement, ça me générait des crises d'anxiété. Les transports, ça me générait de l'anxiété. Du coup, euh, enfin, je me souviens de périodes où, pour aller d'un point A à un point B, j'étais obligé de passer tout le trajet au téléphone avec ma mère. Parce que sinon, c'était juste pas possible. Fallait qu'elle me distrait au téléphone parce que sinon, je pouvais pas. L'anxiété était trop forte, quoi. Donc, je pense que l'anxiété, ça a été un gros truc. Et ouais, ces épisodes dépressifs à répétition, bah, du coup, comme je l'ai mentionné, j'en ai fait. Alors, au début, c'était bien rangé. Ça a commencé de façon très bien rangée, très régulière. Je faisais un gros épisode dépressif qui commençait en genre novembre-décembre, qui durait jusqu'à février, où genre j'étais out pour 2 3 mois. Hibernation. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'on devrait hiberner. Moi Ça aussi. reste, Je suis grave d'accord. je comprends pas qu'on nous demande de continuer de fonctionner en hiver. Genre. Non, mais tellement. Tellement. Mais, et du coup, je faisais cette grosse dépression. Et du coup, ça donnait une vie où, genre, j'étais scolarisé, donc je faisais la rentrée, ça allait. Grosse dépression, je m'arrêtais. Je me reconstruisais comme je pouvais à partir de mars-avril. Du coup, septembre suivant, je recommençais un truc. Et puis, rebelote, ça m'a fait ça pendant 4 ans, à peu près. Et après, c'est devenu le bordel. Genre, c'est vachement moins bien rangé. Là, j'ai fait mon petit épisode dépressif. Il a commencé. Il était beaucoup moins gros, mais il a commencé en août. J'étais là. Ok, Ah ouais. nouveauté. Pourquoi pas? Euh, Parfois, j'ai l'impression que je débloque des trucs aussi. Donc, genre là, j'ai débloqué le, la dépression semi-fonctionnelle, où genre, je suis en dépression.
Je suis épuisé tout le temps, mais j'arrive à aller au taf, ce qui est wouh! Du coup, genre, je me lève, je vais au taf, je fais ma journée de taf, je rentre chez moi, je suis éclaté, je peux plus rien faire, j'ai aucune énergie sociale, j'ai aucune place pour prendre la charge mentale de quoi que ce soit, donc ma to-do list augmente et je ne fais rien dessus. Mais je continue à aller au taf. J'ai vraiment l'impression d'avoir débloqué un niveau. Je sais pas si c'est positif ou pas, mais c'est nouveau. Donc, il y a aussi ce truc où je pense que là, j'ai fait beaucoup de travail ces dernières années, quand même. Enfin, du coup, depuis le diagnostic, je fais la thérapie de groupe, j'ai enfin trouvé, j'appelle ça mon montage thérapeutique. J'ai genre, là c'est plus ça, mais genre pendant un temps, j'avais deux psychologues et un psychiatre. Parce que genre j'avais une psychologue avec qui je faisais de la gestion du quotidien, etc. Puis une psychologue formée en TCD avec qui je faisais donc thérapie cognitive, dialectique, blablabla. Oui. Donc, Ouais, spécialisée dans le trouble borderline. oui, mais du coup, c'est une forme de thérapie cognitive comportementale, mais spécifique, enfin spécialisée dans le trouble borderline. Et du coup, pendant un temps, j'étais suivi par elle aussi, où j'étais plus censé faire des exercices. Enfin, genre, j'ai l'impression d'avoir un petit montage thérapeutique et donc, ça m'a vachement aidé. Donc, je suis quand même vachement plus fonctionnel sur beaucoup de points. J'arrive à avancer. euh, et enfin. Mais du coup, ouais, j'ai des trucs qui arrivent plus trop et des nouvelles formes je sais pas, d'humeur, enfin des nouvelles humeurs qui se manifestent un peu différemment. Donc je suis aussi en train de redécouvrir et voilà. Mais ce qui est un peu dur, c'est que par contre, j'ai toujours fait en fait la peur des gros épisodes dépressifs, par exemple. Genre, dès que je fais une semaine de petites déprimes, machin, je me dis, oh non, ça va recommencer, et ça me stresse de ouf. Donc, ça, c'est un peu le fantôme du passé qui reste. Mais, mais bon. et- Moi, j'ai une question sur ton trouble borderline. J'ai remarqué que j'ai beaucoup de personnes que j'interviewe sur le trouble borderline qui décrivent euh, un espèce de truc monstrueux, genre un monstre. Mais j'ai remarqué qu'on n'avait pas du tout la même définition de nos monstres. Genre vraiment, parce que moi je sais, tu vois, dans l'image de soi très instable, donc j'ai la parfaite et la monstrueuse, donc je sais ce que c'est la parfaite et reconnaître quand je suis dans la parfaite et la monstrueuse. Et un jour, je discutais avec une interview qui sera sortie d'ici là, euh, avec Irvine qui est borderline, et lui, il décrivait le monstre, mais il m'a décrit un truc que je connaissais pas du tout. Et j'étais, ah ouais, J'adore! ouais. Et en fait, j'ai remarqué genre pareil, il y a une fille qui a sorti une BD sur le trouble borderline. Et elle aussi, elle décrit un monstre, mais son monstre, c'est encore autre chose, hein. C'est pour elle, quand elle est. C'est ça? T'as ramené Goupil ou face. C'est ça que tu parles ou Non, pas? Non, c'est c'est pas une autre ça. BD? Mais je suis trop contente. Donc Ezra, pour les auditeurs auditrices qui n'ont pas les vidéos YouTube, a ramené une BD que je conseille très fort, qui est de Lou Luby, qui s'appelle Goupil ou face. Je suis trop nulle pour faire de placement de produit. Et trop bien. Tu l'as lu? Ouais. Ouais, je Et l'ai t'as bien lu. aimé? Mais du coup, il y a une autre BD avec une autre forme de monstre. De Pauline d'Aragon. Ok. Euh, J'espère que j'ai pas écorché son nom. D'Aragon. Bon, Pauline. Moi, je la connais sous forme de Pauline. Elle s'appelle Pyjama sur les réseaux sociaux. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Euh, que j'adore suivre et tout. Et elle a sorti une BD qu'elle m'a très gentiment envoyée. Et il s'avère qu'elle est borderline. Et en fait, elle décrit un monstre. Mais en fait, son monstre, c'est quand elle est un peu antisociale et qu'elle reste dans son lit et tout. Enfin bon, bref. Du coup, ma question, c'est est-ce que toi, il y a quelque chose que tu appelles le monstre ou pas du tout? Alors moi, je l'appelle le crapaud. J'adore! Ah, mais ça va devenir mon jeu préféré en vrai. Mais oui, c'est trop bien. J'adore que t'aies amené ce sujet. Je m'étais jamais posé la question. C'est trop bien. Et donc moi, mon crapaud, c'est genre,
c'est pas un crapaud mignon, c'est un horrible crapaud baveux et pustuleux qui genre s'assoit sur mon cerveau et crie très fort des trucs du genre t'es nul et qui m'empêche de penser des trucs et donc qui est un peu ouais qui est un être qui vraiment genre se pose sur mon cerveau et m'empêche de d'avoir accès à mes pensées à moi et qui lui genre sort tous les trucs de t'es nul, tu sais rien faire, tu parles trop fort, t'aurais dû te taire, t'aurais dû parler, tu viens de dire que de la merde. Vraiment, là, ça fait 2 heures que Abby t'écoute en se disant que tu dis n'importe quoi et que ça va être l'enfer de sortir un peu de ce que t'es en train de dire. Voilà, mon crapaud. Ça, c'est le parent punitif en thérapie des mots des schémas. Ouais, bah. Dit genre, t'es nul, tu nanana et tout. Donc, trop génial. Enfin, trop génial. C'est un crapaud. Trop bien. Mais, euh, mais ouais, du coup, moi, j'ai un crapaud. Waouh, trop stylé. Franchement, le renard, c'est plus mignon. Je veux bien échanger. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner auprès de, je sais pas, du dieu, du dieu des borders qui décide? Genre, chacun son monstre, chacun son truc et tout. Mais ouais, j'aime trop. Et du coup, il y a un autre truc aussi tout à l'heure que tu disais que chez ta psy, tu décortiquais genre plein de situations et tout. Et moi, ça me parle beaucoup. Et là, je vais peut-être me griller toute seule, mais c'est pas grave. Moi, on m'a diagnostiqué des TOC, genre des troubles obsessionnels compulsifs. Et au début, genre, je comprenais pas parce que je pensais que c'était que physique, des TOC. Et en fait, c'est vrai que j'ai des pensées hyper obsessives où je décortique genre tout et tout. Et j'ai compris que ça, c'était une forme de TOC. Ok. Et en fait, quand t'as dit que tu décortiquais, j'étais là en mode I know that. Alors, ma question qui est peut-être je sais pas trop. Est-ce que tu estimes que dans l'une des manifestations de ton trouble borderline, tu as un côté peut-être un peu obsessionnel ou pas du tout? Genre de situation ou de truc dans lequel tu vas bugger et décortiquer, sinon sans ça, tu peux pas avancer. Alors, Ou pas ouais. du tout. Bah, je me suis jamais posé la question comme ça. Il y a des situations qui se passent et après coup que je ressasse non-stop à décortiquer, à me dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais je Ah sais ouais. pas si c'est de ça que tu parles. Euh, Non, c'est juste. mais Je me demande si on a. Enfin, si certaines borders, on n'a pas un petit côté obsesse, mais que c'est. Enfin, genre, moi, je réalise que j'ai un côté obsesse. bah, Mais je sais pas si c'est lié au border ou quoi. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi un petit truc comme ça, quoi. bah, moi, ce que je me dis beaucoup, c'est que comme, enfin, je ressens des émotions très fortes et du coup, il y a des situations qui se passent pas comme je veux et qui du coup créent des émotions très très fortes. Je suis obligé d'y penser à la fois en me disant ok ça s'est passé comme ça aurait pu se passer comme ci comme ça machin. Qu'est-ce que je fais la prochaine fois et en fait j'ai besoin de tout rationaliser, de tout m'expliquer Et d'intellectualiser et tout. tout intellectualiser dans une espèce de truc de ok je vais apprendre de cette situation comme ça se repassera jamais, sauf que les situations se repassent jamais exactement pareil donc ça marche qu'à moitié mais mais enfin avec ma psy par exemple je lui dis pas il s'est passé ça je comprends pas, je lui dis bon il s'est passé ça, j'ai peut-être sur rationalisé le truc mais je pense que la raison c'est ça le machin parce que j'y ai pensé pendant des jours en attendant de pouvoir lui en parler et que donc du coup j'ai genre trois trois possibilités de pourquoi ça s'est passé comme ça. Je sais très bien que j'ai réagi en me disant la personne m'a trouvé nul mais j'ai quand même fait assez de thérapie pour savoir qu'il faut prendre avec des pincettes ce qu'on pense que les autres pensent. Donc je lui dis, oui, voilà, peut-être que la personne s'est dit ça, machin, machin. Enfin, genre, j'ai vraiment ce truc de, genre, je suranalyse et ça me... Enfin, pour le coup, les situations, ouais, elles restent super longtemps dans ma tête. Parfois sous forme de pensée intrusive aussi. J'ai beaucoup, beaucoup de pensées intrusives, genre une situation à laquelle j'ai pas pensé depuis un bout de temps, qui tout d'un coup me revient. Genre, je suis en train d'essayer de dormir et tout d'un coup, je suis là. Oh waouh, quand t'as passé le café à cette personne et t'as fait une blague, mais que la personne n'a pas vraiment ri, nan, nan, nan. Et du coup, enfin, c'est les trucs qui restent, quoi, vraiment. Et je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est épuisant C'est d'avoir tout le épuisant. temps, tout le temps, tout le temps le cerveau qui
suranalyse tout, qui surinterprète tout, avec 3 milliards de scénarios à chaque fois. Et ça mouline et ça mouline. Bah ouais. Et moi, je vois que ça aussi, ça me bloque dans des situations où, genre, quelqu'un dit quelque chose et j'ai envie de répondre et tout d'un coup, je suis dans un truc de, ok, alors si je réponds ça et je pars dans un truc, et après, la conversation, elle a complètement changé de sujet, je suis là, ah bah, trop tard de toute manière. Bon, bah, tant pis. Mais, Du coup, c'est vrai que nous, on se rend pas compte que tout le monde réfléchit et pense de cette façon-là. C'était ce que t'étais. parce que du coup, tu disais, c'est quand t'as dit que, je me souviens plus. Quand j'ai dit qu'en fait, c'était hyper épuisant Mm. et que les gens se rendent pas compte à quel point, genre, ça mouline et c'est hyper épuisant. Oui, et du coup, moi, ce que je m'étais dit, c'est ce qui est intéressant aussi dans l'autre sens, c'est que nous, on se rend. Oh, pardon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'autre sens, nous, on se rend pas compte que pour les gens, ça se passe pas comme ça. Et genre, c'est aussi un apprentissage de se rendre compte que notre expérience, c'est pas universelle, que tout le monde, genre, surinterprète pas chaque situation, que chaque petit truc déclenche pas, genre, des émotions super fortes et handicapantes à chaque fois qu'il se passe. Enfin, genre, les gens, ils arrivent à ressentir un truc, vivre par exemple, je sais pas, une rupture et pas être détruit pour les 3 mois qui suivent. Et en vrai, enfin, c'est aussi un apprentissage de, ok, c'est pas, enfin, on n'est pas dans le cerveau des autres, du coup on se dit, mais non, mais tout le monde est comme ça, c'est juste que les gens ils gèrent mieux. Moi, je sais juste pas gérer, je suis nul. Et c'est aussi ça, quand tu disais que, genre, être diagnostiqué, ça déculpabilise vachement. C'est aussi, ça vient avec ce truc de, bah non, en fait, ce que toi tu fais et ce que toi tu vis, tout le monde vit pas ça, tout le monde n'a pas à gérer ça. Et, euh, et, et du coup, pour faire petit lien avec la transidentité, pour mettre ça là-dedans, c'est pareil, moi j'ai mis longtemps à comprendre que les expériences que j'avais de dysphorie, donc d'inconfort par rapport à des trucs autour du genre, c'était pas des expériences universelles, que tout le monde, enfin, que des trucs que je ressentais étaient pas, enfin, tout le monde ressentait pas ce truc et que c'était pas juste que j'étais féministe, c'était qu'il y avait autre chose, quoi. Et c'est intéressant. Enfin, et c'est là que la communauté est super importante, que d'avoir des gens qui nous disent, oui, moi aussi je vis ça, et non, tout le monde vit pas ça, mais par contre, nous, on vit tous des variations de cette chose-là. Ça aide vachement à comprendre que il se passe vraiment un truc, qu'on est dans un, enfin, ouais, qu'on est légitime à, à, à faire ces parcours-là. Euh, voilà. Non, mais oui, carrément. Je trouve que ça, c'est une vraie prise de conscience de se dire ah, mais les gens, ils ont pas ça. De ouf. C'est vraiment un truc. Et moi, de temps en temps, je le vois avec mes potes valides, en tout cas qui n'ont pas de troubles psy ni de handicap. Des fois, je le constate dans ce que moi je considère comme des personnes normales, genre qui sont parfaitement conformes et adaptés à la société et qui se posent pas forcément de questions et qui sont hyper aptes. Enfin, genre, moi, ça me dépasse un peu, tu vois. Ah Je ouais, suis en moi, mode, c'est un mystère. mais genre, moi, si j'avais ce rythme, enfin, genre, moi, j'ai essayé si fort de rentrer dans ce modèle-là, et dépression sur dépression et trucs. En fait, alors, moi, c'est très simple. Dès que je suis dans un truc qui n'est pas adapté à mon fonctionnement, je finis systématiquement avec des pensées suicidaires. Genre, vraiment, c'est genre automatique. C'est genre, ok, je ne suis pas amie, genre, je suis pas apte à vivre parce que j'y arrive pas. Et, euh, et ouais, et genre, quand je discute des fois avec des gens que je suis des personnes normales, il faut que j'arrive à trouver un mot, genre, pour dire des personnes normales. Parce que ça fait très. Enfin bon, bref, cette communauté de gens. Et vraiment, combien de fois je suis complètement dépassée en mode, mais moi, je pourrais pas, genre, vivre comme ça et tout. Je suis trop là en mode, mais je sais pas. Je pense aussi qu'il y a un truc de besoin de ressenti. Je sais pas. D'un côté, ressentir des émotions fortes, moi, ça m'a fait grave souffrir. Et de l'autre, genre, je sens que j'ai quand même besoin de ressentir la vie fort pour me sentir vivre et appartenir au monde. Et je pense que ça me fait un peu peur d'avoir des émotions plus, genre, moins intenses parce que peut-être que je me sentirais moins vivante. Bah ouais, de ouf. Ce que je te disais là, que j'étais dans une période un peu
de dépression semi-fonctionnelle, là, où j'arrivais à aller au taf et je ressentais pas grand-chose. Enfin, j'ai vraiment un truc d'apathie en ce moment. J'ai dit ça à mon psychiatre qui m'a dit: ah, mais non, mais enfin, je lui ai pas dit comme ça. Il me disait: mais c'est bien, vous trouvez un équilibre là où vous êtes pas trop anxieux, vous arrivez à aller au taf. Et j'étais: ah, mais en fait, c'est pas un équilibre que je veux. Moi, je veux mes émotions fortes positives. Bon, si je pouvais les avoir sans les émotions fortes négatives, ça serait bien. Mais là, j'ai l'impression que la vie manque de goût, quoi. Euh, les émotions super fortes et les moments où ça va trop bien, c'est aussi les moments où je me mets en danger. Donc, mais, Très bon point. mais malgré tout ça, je vais pas dire que genre ça a été facile, que genre je suis trop content d'avoir un trouble borderline. Ça a été une source d'obstacles constants dans ma vie, de fatigue, de se sentir nul, ça a eu un impact hyper fort sur beaucoup de mes relations. Enfin, genre, je dis pas que c'est cool, mais il y a quand même des trucs que j'aime bien. Et notamment, bah, j'ai l'impression que j'ai accès à des émotions avec une intensité. Parfois, c'est cool. Enfin, je trouve que ça peut être une belle chose. Ça a un coût que je sais pas, j'ai pas encore décidé si ça valait ce coup, mais je pense que c'est beau. Et je trouve aussi que ça a créé beaucoup d'empathie. J'ai l'impression enfin, que ça fait que j'ai beaucoup d'empathie et que j'ai vachement de capacité à pas forcément comprendre, mais comprendre ce que vivent les gens. Et je trouve que c'est beau. Enfin, je trouve qu'il y a des belles choses en tout cas qui ressortent de ça, même si bon. Depuis que là, j'interviewe des gens qui sont border, je trouve que vraiment, on a tellement de qualités. Et je trouve que c'est là aussi où on voit à quel point le trouble border nous définit pas du tout, parce qu'on a chacune nos personnalités à fond, on a chacune nos qualités, nos hobbies, ce qu'on aime faire. Et en fait, je sais pas, je trouve qu'on a une façon d'exister au monde et surtout on a une façon de penser la vie. Parce que, tu vois, on a quand même tous et toutes vécu des épreuves. Et si tôt, si jeune, tu vois, toi, ça a commencé à 15 ans, de ce que tu disais. Franchement, moi, je vois genre le courage, la résilience, la force d'esprit, parce que je suis convaincue que la plupart des gens, je sais pas s'ils supporteraient le monde comme nous, on le perçoit et le vit et tout. Enfin bref, je suis vraiment en train d'être hyper en admiration de cette commu de border que je suis en train de découvrir. Alors, je le voyais un peu en thérapie, mais en thérapie, j'étais tellement dans le jus que c'était hyper difficile d'avoir du recul là-dessus. Mais là, vraiment, je pense que même les auditeurs, auditrices qui vont découvrir toutes les interviews que je vais poster des différents profils, franchement, euh, je trouve que c'est hyper... Enfin, je trouve qu'on est des belles personnes. Genre vraiment, je trouve qu'on est des belles personnes. Genre, je sais pas, on est hyper empathique, on suranalyse tout, on n'a pas envie de blesser les gens, on cherche un sens à nos vies. Enfin, je sais pas, je sais pas. Mais je trouve, enfin bref, c'est hyper maladroitement dit. Je sais pas si t'as quand même J'ai compris. compris. Franchement, de toute façon, je sais pas s'il y a une façon. J'ai sorti les rames. Je sais pas Mais s'il y a une façon à droite de le dire parce que ouais, c'est un peu compliqué à dire. Mais, euh, mais oui, je suis d'accord. Enfin, je pense que de par ce qu'on vit, on développe aussi des qualités ouais. qui sont des belles qualités. Et je trouve qu'on a une capacité de remise en question. À chaque fois, je suis hyper scotchée. Oui, ça part beaucoup d'une capacité de se sentir nul, hein, mais, mais du coup, oui, à force. Ouais, mais enfin, je sais pas. Non, mais oui, je suis d'accord. Je sais pas si la moyenne des gens réfléchit autant à, Je pense pas. enfin, tu vois, à se remettre en question dans les situations. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai pas blessé la personne? Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose qui a fait que la personne pourrait me détester ou que je suis une personne détestable? Bref. Donc, oui, ça prend du temps et tout. Enfin bon, voilà. Ça a ses désavantages, évidemment. Mais l'air de rien, on a une capacité, pour certains, certaines. Genre, je trouve que c'est des qualités qui méritent aussi d'être soulignées. Mm. Voilà. Du coup, là, de tout ce que tu as dit, dans les solutions que toi, tu as trouvées dans ton trouble borderline, de ce que j'ai compris, il y a eu
Euh, Bon, au début, un suivi psy qui était hyper compliqué. On n'en a pas beaucoup parlé, mais j'ai compris que c'était compliqué. Ensuite, les hospitalisations en hospitalisation complète. Et tu m'avais dit en off que si dès ta première tentative de suicide, tu avais été pris en charge comme ça, bah, tu aurais gagné 2 ans dans ton parcours. Donc, je pense aussi que c'est important de le souligner parce que plus tôt on a une bonne prise en charge, mieux c'est pour la suite. Oui, totalement. C'est un peu ce qui est terrible avec le fait que ça soit aussi dur d'être hospitalisé avant la dernière minute, quoi. Bah, en fait, ce truc de pour être en hospice complète, faut passer par les urgences psychiatriques, être dans un état désastreux et tout. Bon, ça, c'est typiquement la conséquence du manque de moyens en psychiatrie. Mais s'il y avait eu plus de moyens et qu'on pouvait hospitaliser les gens, pas quand ils sont en totale crise dans des situations d'urgence, je pense quand même que ce serait un soulagement énorme pour beaucoup. Il y a eu la thérapie de groupe, là, on s'est rencontrés il y a 4 ans. Après cette thérapie de groupe, tu as continué avec un suivi psy en thérapie des modes et des schémas. Ouais. En plus de ça, il y a une aide médicamenteuse avec les stabilisateurs d'humeur. Tu as fait un travail sur toi. Est-ce que tu te rends compte, genre le travail sur toi que tu as fait? Oui. C'était épuisant, je m'en rends compte. Je suis en burn-out de J'en tous ces peux trucs. plus. Je n'en peux plus. Mais en ça... plus, c'est pas fini. Ah non. mais je trouve ça trop bien parce que moi, je pense vraiment qu'il faut souligner que ça demande du courage de faire de la thérapie. Vraiment, ça demande du courage. C'est épuisant, c'est pas agréable du tout. Genre, les gens qui pensent que c'est agréable de faire une thérapie, non, ça l'est pas. C'est super dur, clairement. Il y a des moments chouettes aussi en thérapie. En vrai, Ouais. il y a des fois où ma psy me dit oui, Ezra, cette personne avait tort, tu avais raison. Je suis là. Yeah. Et rien que pour ça. Ça vaut le coup. Non, et puis, en vrai, du coup, j'ai mis longtemps à avoir les psys que je voulais, mais là, j'ai des psys avec qui ça se passe super bien. Pour la première fois de ma vie, j'ai un psychiatre avec qui ça se passe super bien. Trop bien. Que des psychologues avec qui ça se passait bien, j'en avais déjà eu et tout, mais des psychiatres, ça a été hyper dur. Là, j'ai enfin un psychiatre avec qui ça se passe vraiment très, très, très bien. Et ça, moi, je vois, il me suit depuis moins d'1 an et ça a changé tout. Il a petit à petit changé. Et puis, il m'a donné, c'est un psychiatre qui vraiment me dit, qui vraiment a confiance dans le fait que ses patients savent ce qui est bon pour eux. Donc, il nous laisse tester, il nous prescrit un médicament à une certaine dose. Il dit, bon, voilà, vous y montez doucement. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la dose que je vous ai prescrit. Vous pouvez essayer de le prendre au lever ou à midi. Et genre, vraiment, il a un truc de. On construit ensemble le traitement. Et ça a été une révélation pour moi. Et du coup, j'ai enfin, effectivement, un groupe de psy qui me suivent qui sont trop bien. Et du coup, ça rend le truc vachement moins difficile que quand je me sentais en confrontation avec mes psys. Ou genre être une fois par semaine, aller parler de trucs qui nous mettent à vif, alors qu'on est avec des gens avec lesquels on se sent en confrontation, c'est juste l'enfer. Et donc en fait, la thérapie, ça n'a pas besoin d'être l'horreur. Genre, c'est un peu aussi une découverte. La thérapie, ça peut être c'est pas facile, il y a des moments durs, mais ça peut quand même être des trucs où on se sent accompagné par quelqu'un en qui on a confiance, par lequel on se sent écouté, par lequel on se sent compris. Parce qu'il y a des psys très gentils, mais qui parfois, juste, c'est pas un bon fit et ils comprennent pas. Et genre, on ressort du rendez-vous en se disant, genre, ce psy n'a rien compris à ce que je lui ai dit. Du coup, genre, toutes ses réponses étaient à côté de la plaque et tout. Enfin, et c'est pas une obligation. En fait, il y a plein de psys différents. Et en plus, les psys vraiment correspondent à certaines personnes. J'ai été suivi par des psys qui ont suivi d'autres gens avec qui ça se passait super bien. Et juste, moi, ça collait pas, quoi. Mais donc, voilà. Non, mais carrément. Et c'est pour ça que ce travail de recherche est important à faire, parce que je sais que c'est épuisant de faire plein de séances de psy, d'aller voir plein de gens et tout, c'est vraiment épuisant. Par contre, ça vaut le coup, parce que quand on trouve les bonnes personnes avec qui être accompagné, ça fait une différence considérable. Et ça, c'est important de le dire, parce que je pense que par moment, on peut se sentir très désespéré quand, vas-y, ça fait genre le 10e psy et ça marche toujours pas et tout.
Petite question, toi, tes psys, tu les as trouvés via quel... est-ce que c'était du bouche à oreille? Est-ce que c'était un annuaire sur Internet? C'était quoi? Mmh, pas mal du bouche à oreille. Euh, des conseils de. Là, je suis suivi enfin, par des psys qui. Les psychologues qui m'ont suivi dernièrement, c'était des psychologues qui m'avaient été conseillés par les services d'hôpitaux dans lesquels j'avais été. Trop bien. Aussi bien l'hôpital de jour que l'hôpital où j'avais fait une, une hospitalisation complète. Et mon psychiatre, je l'ai trouvé un peu par hasard parce que j'étais suivi dans un service de psychiatrie publique par quelqu'un d'autre avec qui ça se passait pas bien. Et il se trouve qu'il bossait dans ce service et je sais pas trop comment, mais je suis tombé sur lui. Enfin, j'ai erré un peu entre des internes et je suis tombé sur lui et ça a été vraiment le coup de cœur psy. Enfin, je sais pas comment dire. C'est trop bien quand ça arrive, ça. Et du coup, voilà. Quand Donc, ça match, vraiment bien. et puis, bah, en fait, le fait d'avoir le diagnostic de borderline et donc savoir quel genre de thérapie je cherche, ça fait que j'ai une recherche assez orientée. Ouais. Et voilà. Oui. Comment tu vas aujourd'hui après tout ce chemin et tout ce parcours? Euh, ça va Bon, mieux. là, ouais, on a compris que d'un point de En vue ce moment, pas à la grande joie, mais ça va quand même vraiment mieux. Euh, Tu parlais du fait de faire du fait que genre ça marchait pas quand tu faisais des trucs dans lesquels qui étaient pas adaptés à toi. Ouais. En fait, du coup, moi, je me suis poussé à faire des études, à aller à la fac et tout pendant des années, ça marchait pas. Et j'ai fini par me dire, non, mais en fait, pas possible, il faut que je fasse autre chose autrement. Et donc, en fait, j'ai passé un CAP d'ébénisterie parce que, en me disant, enfin, c'était en alternance et donc c'était beaucoup par la pratique. Et en fait, c'était du coup vachement plus compatible avec le fait que il y a des périodes où je peux pas. Et donc, en fait, les trucs scolaires d'apprentissage, bah, comme je décroche pendant des périodes entières, ça marchait pas. Et donc, moi, ma solution, ça a été ça, a été de faire un apprentissage vachement plus basé sur la pratique. Et ça a marché. Ça n'a pas été facile. J'ai développé une phobie scolaire de l'enfer et du coup, j'allais plus en cours à la fin, mais j'ai quand même décroché mon CAP. Et Bravo. merci, je suis assez fier. Merci. J'avoue, ça a mis longtemps, mais j'ai enfin un diplôme. Oui. Et du coup, là, ça fait 1 an que je travaille. Euh, Ce qui est fou. Enfin, il y a une période de ma vie où je me disais que j'allais jamais pouvoir maintenir un truc. Donc, c'est chouette. Je suis très content. Et encore une fois, j'ai trouvé une solution euh, pour que ça soit un travail qui colle avec moi. Je suis intermittent. Donc, je suis menuisier en décor, ce qui me permet d'être intermittent. Ce qui fait que si je dois m'arrêter pendant 2 mois parce que je suis en dépression, c'est OK, je peux. Et du coup, enfin, j'ai réussi à faire un truc adapté qui fait que du coup, même si ça va pas tout le temps, au moins, je fous pas ma vie en l'air à chaque fois que je fais une dépression. Mm. Et ça, c'est rassurant. Et du coup, ça permet de construire petit à petit d'autres choses autour, quoi. Donc, ça, c'est quand même. J'ai quand même, du coup, cette base-là qui me tient et et je me dis que c'est un bon début pour recommencer à construire plein de choses autour. Donc, voilà. Félicitations. Ok, on arrive sur la fin de ce podcast. Je te pose la question que je pose à tous mes invités. Bon, comment tu t'es senti durant cette... Parce qu'au début, tu étais un peu stressée. Ouais. Mais je suis moins stressé, non, c'était trop cool de parler de tout ça avec toi. Je suis trop content. Mm. Bon, c'était un bon moment. Ouais. Trop bien. Mm. Euh, Attends, ça, c'était ma première question. C'était quoi ma deuxième question? Oh là là. Ah oui. T'inquiète, je comprends. Merci. Si tu as un message à faire passer à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent. J'ai vu ta tête se décomposer. Après, si t'as pas de message, enfin, genre, c'est pas du tout obligatoire ni rien, mais s'il y a une chose qu'on pourrait retenir, genre, enfin, que t'as envie que les gens retiennent de notre échange, ou si t'as un message à faire passer ou quoi que ce soit, c'est la carte blanche. Ben, moi, je pense que ce que j'ai envie de dire aux gens
quand je parle de ça avec les gens et du coup que je peux en profiter pour dire à plus de gens, c'est qu'il faut qu'on se fasse confiance parce que souvent on sait mieux que les gens autour de nous ce qui se passe et ce qui nous arrive et que les signes de il se passe quelque chose qu'on ressent souvent c'est qu'il se passe quelque chose et faut se faire confiance et c'est pas parce que on n'a pas de ressources directement de gens qui vivent la même chose etc que on doit tout mettre dans un coin. En fait, il y a des gens qui vivent des choses similaires, aussi bien pour moi ça a été une expérience aussi bien pour la transidentité que pour le TPB. C'est que je savais pas ce qui se passait, mais je voyais qu'il se passait des choses et j'ai fini par trouver des gens pour qui se passaient des choses similaires et, et se faire confiance et savoir dire aussi non quand on nous dit c'est ça qu'il va falloir faire, mais genre dire non, bah en fait je sais que c'est pas ce qu'il me faut. Genre il y a des médicaments qu'on a essayé de me faire prendre 14 fois et j'avais beau dire non, je l'ai déjà pris une fois, ça me va pas ce médicament, bah faut continuer à dire non parce qu'il y a des psys qui sont pas capables de l'entendre. Donc voilà, j'ai envie de dire se faire confiance. C'est un bon début. Oui, et c'est une très belle fin de podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ce moment qu'on a partagé ensemble parce que j'ai appris plein de trucs et j'ai adoré et ça m'a fait trop plaisir de te revoir après tant d'années. Et j'espère que tu vas updater la Abigail qui parlait pas en thérapie et qui faisait la gueule 80% du temps et qui était hyper je sais pas si tu te souviens mais j'étais vachement dure avec les psys et tout. Oui. Oui, je découvre un autre côté de toi. Ouais, et je trouve ça trop bien de voir 4 ans après ce qu'on est devenu après la thérapie et tout. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, merci. De m'avoir invité. Et puis, bah, de toute façon, je suis ton parcours depuis. C'est vrai. Bah oui. Oh, ça me touche trop. Donc, c'est trop chouette de voir ce que tu fais de tout ça. Et c'est trop chouette aussi, même dans ton accomplissement professionnel, que tu aies trouvé un truc qui soit adapté. C'est trop bien. Donc voilà. Merci, c'était trop cool. Yeah. Je suis trop content. T'es fier de toi? Parce que tu crois que j'ai pas dit trop de conneries. Non, du tout. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et souviens-toi de t'abonner pour être averti des nouvelles sorties. Tu peux me suivre sur TikTok et Instagram sous le nom de Voyageuse au naturel, tous les liens sont en description. Je t'envoie mes ondes les plus positives et on se retrouve très vite pour encore plus d'échanges inspirants.